Salut à tous et bienvenue sur Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens, coach et investisseur. Ancien chef d'entreprise, piégé dans la rat race, j'ai changé de vie pour retrouver du temps, profiter de ma famille, voyager et exercer une activité pleine de sens. Grâce à mes investissements, j'ai atteint l'indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast. Parce que si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la vraie liberté ne vaut rien si l'on n'apprend pas aussi à l'être dans sa tête. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, du coaching, des voyages entre investisseurs, ainsi que des programmes de formation pour vous permettre d'accélérer votre chemin vers la liberté. Et c'est à nouveau avec un grand plaisir que je vous retrouve dans cet épisode et je vous propose de ne pas déroger à la règle. Comme je le fais tous les 15 jours, on va remercier tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la dernière quinzaine. Un grand merci à Xavier, David, Footix, Maxime, Nico, Gérald, MBO, Céline, Alpha, Seb, Romain, Quentin, Antoine et Johan. Merci beaucoup à vous tous, vous avez été nombreux à m'écrire sur YouTube, nombreux aussi à me faire des retours sur Insta ou directement par mail pour les concerner de cet épisode Allô Tonton, pour des réponses un peu plus personnelles. Je vous remercie encore tous de jouer le jeu sur ces épisodes parce que c'est vous qui me donnez la matière pour faire ces épisodes qui, j'ai l'impression, les Allô Tonton vous plaisent beaucoup. Donc, merci à vous. On aura le temps tout à l'heure de revenir sur cet épisode. Nous sommes 6431 sur YouTube. Ça monte petit à petit. On a pris une cinquantaine d'abonnés entre les deux podcasts. Donc, bienvenue à tous les nouveaux. Par contre, nous sommes toujours à 518 notes sur Apple Podcast. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Voilà, si vous avez un MacBook, un téléphone Apple, un iPhone, clairement, oui, effectivement. N'hésitez pas, je vous invite vraiment à venir me mettre une petite note 5 étoiles qui fait plaisir et qui m'aide à faire connaître le podcast. Et je vous rappelle que si vous voulez prendre contact avec moi, le plus simple, c'est de le faire sur Instagram. C'est là où je suis le plus présent, sur mon seul et unique compte. J'en ai un seul, Une vie de liberté, avec la petite étoile bleue que je rack 16,99 € tous les mois pour que vous ne vous fassiez plus scammer par des faux Tony qui vous proposent de rejoindre des groupes WhatsApp d'investissement. Je ne fais jamais ça. Je ne fais jamais le premier pas. Je ne viens jamais vous contacter. J'ai autre chose à faire. J'ai du travail. Donc voilà, s'il y a un avatar de moi, un compte Instagram qui ressemble au mien, qui vient vous contacter pour vous proposer d'intégrer un groupe WhatsApp, ce n'est pas moi. Voilà. Mais par contre, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, je partage du contenu tous les jours et on va en parler un peu dans les news. Et les news, je vous propose qu'on démarre ce podcast directement. Bon, nous sommes en 2026, ce podcast sort le 26 janvier, si je ne dis pas de bêtises, je vais prendre le temps de vérifier, oui c'est ça. Donc c'est encore le moment pour souhaiter les vœux. Voilà, donc bonne année, bonne santé à tous. Et c'est aussi le moment, le dernier carat pour faire son bilan de l'année 2025. Sinon, effectivement, ça n'a plus beaucoup de sens après. Je ne vais pas faire mon bilan de l'année au mois de février. Je vous avais proposé ça pour janvier. Je n'avais pas pris le temps de le faire comme il faut. Et du coup, j'ai encore du stock pour un prochain épisode de Allô Tonton. Vous m'avez bombardé de questions. Donc, je pense qu'on le fera pour le prochain épisode, le dernier Allô Tonton de la série de toutes les questions que j'avais reçues. Mais je vous propose que pour celui-ci, c'est pas je vous propose d'ailleurs, parce que vous n'avez pas le choix en fait, puisque l'épisode, je suis en train de le tourner. On va faire le bilan de mon année 2025 ensemble et toutes les leçons que j'ai tirées. Et ça m'a fait aussi beaucoup de bien de faire ce bilan et de voir tout ce qui s'était passé dans cette année-là. Il y a eu plein de choses extrêmement riches, on aura le temps d'en parler. Et ça me donne envie aussi si vous ne l'avez pas encore fait, il vous reste quelques jours avant la fin du mois de janvier pour faire le bilan de votre année 2025 et voir les leçons que vous aussi, vous pouvez en tirer. J'espère que le podcast vous inspirera à faire ça. Donc pour encore quelques jours, bonne année et bonne santé à tous. Je veux vous raconter mon expérience WRC avec Thibaut Delahaye et Eric Camilli. On a vécu ça avec Yann la semaine dernière. C'était absolument incroyable. Il faut que je vous parle un petit peu de la genèse de tout ça. Mais au dernier Race and Business, Yann on a tous rencontré Thibaut Delahaye, qui est le copilote d'Eric Camilli. Et tous les deux, ils sont en équipage sur le championnat du monde des rallyes. Et Thibaut était là en tant qu'instructeur sur la journée de Fun Cup sur Race and Business. Et Yann a bien sympathisé avec lui. Et tellement sympathisé que
En fin d'année dernière, Yann a eu l'occasion de monter dans la voiture avec Eric Camilli et de faire un tour sur... alors à l'époque, il roulait sur Hyundai, sur une Hyundai WRC, une voiture qui fait 1 tonne et 350 chevaux. Et c'était absolument exceptionnel. Et on a eu l'opportunité d'organiser une journée. On a pu emmener avec nous 3 de nos fidèles auditeurs. On a emmené Philippe avec nous. On a emmené David et Cédric. Et on a passé 2 journées de folie autour du WRC. Donc maintenant, il court sur une Skoda. L'équipage, Eric et Thibaut. Une Skoda, pareil, de 1 tonne, 350 chevaux. La voiture, c'est un monstre. Et on a eu la chance de pouvoir faire un baptême avec eux. Et donc, je suis monté dans la voiture avec Eric et on a fait toute une spéciale de rallye. Ça va très, très vite. Ça dure pas si longtemps, hein, je pense entre 5 et 7 minutes. Mais j'ai jamais fait un truc aussi fou de ma life. Moi qui aime le sport automobile, moi qui aime les voitures et qui suis très humble sur mes niveaux de conduite. J'ai une petite coupe là derrière moi pour ceux qui me regardent sur YouTube. C'est quand j'ai fini... deuxième, je crois. Est-ce qu'on a fini deuxième ou premier? Je m'en rappelle même plus. Peu importe. Dans ma tête, j'étais le premier. Avec Jérémy à Race and Business sur la compète de karting. C'était vraiment un super moment. Mais je suis très humble sur mes talents de pilote qui sont inexistants. Et là, c'est un autre monde, en fait. Ça me fait penser à quand on va au MMA pour la première fois, quand on a fait le stage MMA, et que tu te tapes pour la première fois avec Bourama. Je te salue d'ailleurs, mon pote, si tu écoutes ce podcast. Bourama qui est combattant professionnel, et on se rend compte la différence de niveau qu'il peut y avoir entre le sparring que tu fais avec le plus gros mec de ta salle et un combattant professionnel où tu te fais rouler dessus, en fait. C'est même plus que ça, quoi. Bourama, il est à 20%, une main dans le dos, et il t'éclate quand même, quoi. Et là, c'est pareil, c'est un niveau qui est tellement élevé, tellement fort. C'est complètement dingue. Et voilà. Donc, je remercie encore une fois Thibaut pour avoir vécu ça. Je remercie Eric aussi, avec qui on a bien sympathisé. Et voilà, c'était fantastique de voir des 2 champions comme ça, aussi pouvoir partager aussi librement, aussi facilement, et rendre leur sport accessible, nous permettre de le rendre accessible. Et tant et si bien, on a bien sympathisé qu'on sera sponsor donc de Eric Camilli et de Thibaut Delahaye sur cette saison de WRC avec les Gentlemen Investisseurs. Donc, si vous regardez Canal+, et que vous regardez le championnat du monde des rallyes, vous verrez sur la voiture ou sur le casque un petit autocollant Gentlemen Investisseurs. Je trouve ça zinzin. On a pu accompagner Bourama jusqu'à Bercy. Et il est rentré dans Bercy combattre dans la cage en Gentleman Investisseur. Maintenant, on aura les Gentlemen Investisseurs sur une saison de rallye. Voilà, quand je jouais à Colin McRae ou à V-Rally sur ma PlayStation quand j'étais jeune, je ne pensais pas qu'un jour on ferait aussi, d'une certaine façon, une petite partie de cette aventure. Donc voilà, la vie est incroyable, j'ai trouvé ça merveilleux, j'avais envie de le partager avec vous, et on va le partager d'autant plus que sur la chaîne YouTube des Gentlemen Investisseurs, on vous a préparé une vidéo, on a filmé toute la journée. Hello est en train de nous monter ça. Donc bientôt, vous aurez une vidéo sur la chaîne YouTube des GI pour que vous puissiez partager cette journée avec nous. Restez bien connectés, je pense que ça va être cool. La deuxième news dont je voulais vous parler, j'ai un réel qui a pété sur Insta et qui a fait, je crois, plus de 22 000 vues, quelque chose comme ça. Et c'est rigolo. Donc sur Insta, en général, je fais des posts de temps en temps. Je suis surtout très présent en story et puis pour répondre à vos messages. Et ensuite, tout le contenu que je génère, la plupart du temps, c'est des réels qui sont issus des podcasts ou des vlogs, des petits formats courts qui reprennent ce qui se passe dans les vlogs. Mais de temps en temps, quand j'ai de l'idée, quand j'ai de l'inspiration ou quand je vois une trend sur Insta qui m'a inspiré, je la réadapte à ma sauce, je la refais pour la partager sur Instagram. Et souvent, c'est des trucs qui marchent bien. Et bien entendu, c'est une part de marketing, forcément. Ça amène aussi des gens à découvrir le contenu avec quelque chose de plus divertissant dans le but que ça les amène et qu'ils voient le reste du contenu qui est sérieux. Et donc là, c'est un réel que j'ai vu sur la chaîne de Elliott Hewitt, qui est un trader que je suis depuis quelques années maintenant, quelqu'un que je trouve personnellement brillant. Et il montrait, 2026 ressemble à ça. Et donc 2026, on a, c'est du show-off, mais il montrait sa Ferrari devant un hôtel. Et il met 2026 ressemble à ça.
parce que 2016 a ressemblé à ça. Et là, il montre lui en train de faire du trading, des écrans, en train de travailler, en train de bosser, en fait, tout simplement. Et je me suis dit, mais j'ai plein de photos de 2016 dans mon téléphone, de mon époque de chantier, puisque sur les iPhones, voilà, avec iCloud, toutes les photos sont gardées tout le temps. Donc, j'ai plus de 10 ans, 12 ans de photos dans mon téléphone. Donc, je me suis amusé à faire ça. Je suis retourné dans mon tel, j'ai regardé toutes les photos que je trouvais de 2016, où j'avais tapé des selfies des fois sur les chantiers, sûrement pour les envoyer à Ben, mais avec une vieille gueule éclatée, et puis voilà, des photos de chantier qui traduisaient mon quotidien de l'époque. J'ai pris des photos quand les chantiers étaient boueux, sous la pluie. Et je me suis dit, je vais en faire un réel. Et j'ai retrouvé une vidéo où on avait sorti la Porsche et la Ferrari dehors avec Benjamin. Et donc, j'ai monté le réel exactement comme lui, avec la même musique, en marquant 2026 ressemble à ça. Et donc là, 2026, c'est tu nous vois sortir une Porsche bleue Miami et une Ferrari, parce que 2026 ressemblait à ça. Et là, tu me vois sur les chantiers avec ma pire gueule et tout. Et donc, le réel, forcément, ce genre de réel, c'est très inspirant aussi. Et même au-delà du côté clickbait, forcément, qui donne envie de cliquer, parce que le montage, il est saisissant. Il y a 10 ans d'écart, même on me reconnaît même limite pas sur les photos. J'ai l'impression que j'ai tellement changé physiquement, alors que, il y a les cheveux, j'ai les cheveux plus longs et j'ai la barbe plus blanche, mais surtout, à cette époque-là, j'étais un peu tristus, quoi. Donc, on voit que sur les photos, je fais un peu la gueule. Et j'en tape dans le micro. On voit que sur les photos, je fais un peu la gueule. Mais au-delà de ce côté-là et du côté inspirant, ça m'a aussi rappelé à quel point j'ai été, on va dire, extrême pour avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Alors, ce n'est pas ce que je conseille, justement, aujourd'hui. Je pense qu'on peut le faire en s'économisant beaucoup plus. Et j'ai vu d'ailleurs aussi que, voilà, quand j'ai publié ça, à quel point je me suis dit, est-ce que c'est bien en fait de publier ça? Je me pose aussi la question. Je me dis, bien sûr que ça montre l'effort et qu'on n'a pas on se construit pas une vie de rêve sans effort, mais il y a un côté no pain no gain aussi qui n'est plus dans mes valeurs aujourd'hui, puisque j'encourage vraiment les gens à travailler forcément, hein. Tout ce que vous obtiendrez aujourd'hui, ce sera toujours en dehors de votre zone de confort et il y aura des efforts à fournir. Maintenant, il y a effort qui paye et il y a effort qui épuise. Hier, j'ai donné une masterclass en live pour le groupe Investir comme elle de Corinne et Mélanie. Et justement, j'ai parlé de l'effet de levier dedans. Et à cette époque-là, j'avais très peu d'effet de levier. Mon effet de levier, c'était mes petits bras et mon travail à la force du coude, à la force du poignet. Et en fait, aujourd'hui que j'utilise l'effet de levier, je vais beaucoup plus vite. Et peut-être que j'aurais pu aussi atteindre ce que j'ai atteint en m'économisant un peu plus. Maintenant, il y a une autre chose dont on a parlé avec Nori, qui a commenté d'ailleurs ce réel. Je pense qu'il a pas tort là-dessus. C'est est-ce qu'on apprécie autant la réussite si on n'en a pas chié? Et je pense qu'il a raison. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait que je suis un peu plus sage sur certaines choses, que j'arrive plus à me satisfaire ou à être tout simplement plus heureux. C'est parce que je sais ce que c'est aussi que d'en chier, quoi. Et je pense qu'avec le référentiel, ça aide à être plus heureux aujourd'hui. Que quelqu'un qui aurait toujours eu tout cuit, on a plus tendance à ne jamais en avoir assez, à toujours vouloir plus. Donc voilà. Mais ça m'a quand même rappelé à quel point, je ne sais pas s'il faut être extrémiste pour réussir, mais à quel point, en tout cas, moi, je l'ai été. Et par contre, ce que ça montre aussi, c'est à quel point il faut tout de même fuir la moyenne. Si vous faites ce que fait la moyenne des gens, vous finirez dans la moyenne des gens. Ce n'est pas insultant de le dire. Mais si vous voulez des résultats exceptionnels, il faudra faire des choses exceptionnelles. Épargnez bien plus que les autres. Utilisez plus d'effets de levier que les autres. Forcément, travaillez aussi plus que les autres. Et j'avais jamais mis ces images côte à côte, vraiment, de ma vie de maintenant avec ma vie il y a 10 ans. Et c'est là où on se rend compte que 10 ans, c'est pas très long, hein. Et en même temps, il s'est passé une révolution entre les deux. Donc, c'est des choses qui font réfléchir. Je voulais vous parler du Mastermind Enduro au Pass du Coq à l'Âne. Mastermind Enduro du 8 au 14 mars. J'ai plus qu'une seule place. Si vous voulez nous rejoindre pour qu'on soit complet à ce Mastermind Enduro, ce sera en Auvergne-Rhône-Alpes, pas très loin de chez nous. Voilà, plus qu'une place. Vous avez le lien dans la description. Je voulais vous parler aussi dans ces news
d'une news d'Hugo Décrypte que j'ai vu passer sur Facebook qui m'a fait réagir et je voulais donner ma grille de lecture là-dessus parce que à chaque fois quand je vois des trucs comme ça, j'ai toujours l'impression que, enfin c'est pas une impression, c'est qu'on essaye de manipuler l'opinion avec, disons-le, de la propagande gauchiste pour le coup. Et à chaque fois, ça me choque. Et à chaque fois, même si je sais que sur Une vie de liberté, je prêche beaucoup des convertis, forcément, mais à quel point je veux vous donner un autre regard sur ces choses-là, si avec vos proches, vous manquez de mots pour en parler et pour l'exprimer. Même moi, c'est quelque chose que je travaille en permanence. Mais voilà, tellement ça me choque. Et dans sa news, Hugo Décrypte disait, je vais vous la lire, hein, depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en 2017, la fortune des milliardaires français a doublé. Dans le même temps, le taux de pauvreté en France a atteint un niveau record. 15,4% de la population, soit plus de 10 millions de personnes. Il correspond à un revenu de 1 288 € par mois pour une personne vivant seule, selon l'INSEE. Dans le monde, la fortune cumulée des milliardaires a bondi de plus de 16% en 2025, soit 3 fois plus vite que la moyenne des 5 années précédentes. La barre des 3 000 milliardaires a été également franchie pour la première fois en 2025. Et voilà, donc l'idée dans une news comme ça, c'est concrètement de faire un lien et de vous dire, parce qu'il y a plein de gens qui sont milliardaires, il y a plein de pauvres. C'est de leur faute en fait. Donc ils font des maths de CP, quoi. J'allais dire plutôt de seconde option gauchisme. J'avais pas mal de gars dans ma classe quand on était au lycée qui étaient toujours un peu révolutionnaires, voilà, Sarwell et tout ça. Je suis caricatural. Et quand je les revois aujourd'hui, maintenant qu'ils payent des impôts, ils sont plus du tout comme ça, quoi. Et c'est plein de bons sentiments. Et en fait, je me dis, une news comme ça, elle est en train déjà de vous déresponsabiliser et de vous faire des liens qui ne sont pas les bons liens. La première chose pour vous déresponsabiliser, c'est depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en mai 2017. Donc, on est en train de vous dire que c'est la faute de Macron, le président capitaliste. Alors que pour moi, Macron, c'est un socialiste, voire même, enfin, pour certaines parties, limite, en sombre limite dans le communisme. Pas le communisme où on vient restreindre la liberté d'expression. Quoique, hein, en France, la liberté d'expression, vous ne pouvez pas dire exactement ce que vous voulez. Même s'il y a la liberté d'expression, on le voit, hein, si vous commencez à balancer trop de dingueries, vous allez avoir des problèmes en France. Et on peut être jugé pour ça. Hein. Donc, il faut faire très attention. J'ai même vu que depuis quelque temps, il y avait une loi qui était rentrée ou qui était en vigueur où on n'a plus le droit d'imiter les accents. Et parce que c'est stigmatisant, parce qu'on peut se moquer. Alors, d'un côté, bien sûr, je peux le comprendre si c'est mal fait, mais je me dis, mais qu'est-ce qui va rester aux humoristes à un moment s'ils peuvent même plus faire des accents, si on peut plus vraiment rien faire du tout quand on vient des années 80 comme moi, où on a vu les sketchs des Inconnus et où c'était... aujourd'hui, c'est des dingueries. Hein. Vous regardez les Inconnus, il y a des trucs qui ont vraiment mal vieilli. Mais si on le transfère dans notre époque, c'est vraiment des dingueries. On se rend compte que l'époque a vraiment évolué. Mais tout ça pour dire, je vais me perdre. Mais voilà, que ce genre de news, en tout cas, essaye de vous faire croire de vous déresponsabiliser complètement et de vous faire des liens qui ne sont pas les bons. Donc, je vous parlais de la liberté d'expression. Je vais revenir à mes moutons. Aujourd'hui, on vous fait faire ce lien. On vous dit que c'est la faute d'Emmanuel Macron, le président capitaliste, qui pour moi donc est un socialiste. Si je regarde l'indice Monde, le CW8, hein, l'indice Monde, le TF Monde qu'on peut acheter sur n'importe quel PEA, en mai 2017, quand Macron est entré au pouvoir, il était à 240 €. La part était à 240 €. Aujourd'hui, là, au moment où j'enregistre ce podcast, il a un petit peu baissé. La part est à 611 €. Ça veut dire que l'ETF, il a fait x 2,5. Donc, on est en train de vous dire que les milliardaires, leur fortune, elle a doublé. Mais n'importe quel petit particulier qui aurait acheté de l'ETF Monde sur son PEA, il aurait pu faire x 2,5. Mieux que les milliardaires. Et ça, Hugo Décrypte, il ne vous le dit pas. Il ne vous explique pas que vous avez la main, que vous aussi, vous pouvez profiter de l'économie mondiale, que vous aussi, vous pouvez, au lieu de vous plaindre et de dire que les riches volent tout l'argent, vous aussi, achetez des parts de leurs entreprises et profitez de cette croissance. Aujourd'hui, le nouvel indice Monde, le DCAM, sur le PEA, la part est à 5 balles. C'est vraiment à la portée de tout le monde de mettre 5 € par mois là-dessus.
5 euros par mois, ça ne vous rendra pas riche, hein. Je ne suis pas en train de faire de la démagogie. Mais je veux dire, ça nous redonne le pouvoir. Donc, est-ce que les milliardaires français, si leur fortune a doublé depuis 2017, alors que le SP500 de son côté, lui, par contre, il a fait x3,5, est-ce qu'ils sont si bons que ça, déjà, les milliardaires? Si les indices mondiaux font x3,5, mais que leur fortune, elle fait que x2, est-ce qu'ils sont si bons que ça? Et puis, la deuxième chose qu'on essaie de vous mettre dans la tête, c'est de faire ce lien. De dire parce que la fortune des milliardaires a doublé, en fait, ils ont pris tout l'argent et on a plus de pauvreté en France. Mais ce n'est pas les milliardaires qui ont rendu les Français pauvres. C'est le socialisme, c'est le communisme, c'est pour le tout premier petit salarié qui va gagner 1500 euros par mois, que sa boîte, en tout cas, sur la richesse qu'il a générée, il paye 1500 euros de charge. Et là, il est taxé déjà à 50%. Il n'a même pas commencé. On lui prend la moitié de ce qu'il a généré en richesse. Et derrière, il va encore payer de la taxe foncière s'il est propriétaire. Il va encore payer de la TVA sur tout ce qu'il achète et de l'impôt sur le revenu. Et au final, on arrive à une taxation de 70%. C'est peut-être plutôt ça qui appauvrit les Français. C'est le fait que le travail ne paye plus parce qu'il est extrêmement taxé. C'est ça qui craint. Et surtout, faites attention à cette rhétorique de salaire différé où on vous explique « Oui, non mais attends, tonton, tu es en train de tout mélanger. Ces 1500 euros, ce n'est pas des impôts, c'est du salaire différé. » Mais même cette rhétorique-là, elle est folle. Vous vous imaginez, dans un monde où il n'y aurait pas d'impôts, aller dire à un salarié, bah, écoute, tu gagnes 1500 euros, je te file 1000 balles. Les 500 euros, ce sera du salaire différé, je vais les garder, je fais des trucs avec, mais je te les rendrai dans 40 ans. Mais dans 40 ans, quelle sera la valeur des 500 euros que tu m'as pris? Elle sera nulle. Enfin, avec l'inflation, ça vaudra 50 balles. Donc, moi, je milite toujours pour plus de responsabilités et je préfère qu'on me donne tout mon salaire et puis moi, le gérer correctement, m'assurer correctement pour ma santé et responsabiliser les gens. Et surtout, une news comme ça, elle vous déresponsabilise. Elle est en train de vous dire, voilà, les méchants milliardaires, ils ont doublé leur patrimoine. Si vous êtes pauvre, c'est normal. Et ce qu'il faut, en gros, c'est plus de communisme, plus de gauchisme pour leur piquer leur argent. Alors que c'est plus de communisme et plus de gauchisme qui vous rend plus pauvre. Ça serait ainsi les pays communistes dans le monde, c'était les pays qui étaient à la pointe de la technologie. Et bien sûr qu'il y aura des inégalités. Mais qu'est-ce que ça peut faire pour moi que Bernard Arnault ait 170 milliards de fortune ou je ne sais pas combien, si moi, pour moi, dans le même temps, mon niveau de vie est chouette, je peux emmener ma famille en vacances, je peux m'offrir la jolie voiture que j'ai envie de m'offrir, je peux ne pas regarder les prix dans les magasins, emmener ma famille au cinéma. Voilà, ça sera toujours comme ça. Les personnes qui produisent du contenu, qui fabriquent des produits, in fine, c'est toujours eux qui vont collecter la richesse. Mais entre-temps, le produit que vous avez acheté, il améliore aussi votre niveau de vie. Si on regarde brutalement comme ça, bien sûr qu'en France, la pauvreté a augmenté et c'est concrètement à cause du socialisme et c'est surtout pas à cause du capitalisme puisque voilà, quand on taxe des salariés à 70%, c'est pas du capitalisme, ça c'est du communisme. Je m'en perds parce que ça me tient à cœur. Mais voilà, concrètement, ce que je veux vous dire, c'est méfiez-vous de ce genre de news qui font des liens qui n'en sont pas. Bien sûr que ces gens, je raccroche mes wagons, ils vont s'enrichir puisque c'est eux qui possèdent les moyens de production et c'est eux qui collectent la valeur parce que c'est eux qui proposent des produits sur le marché. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec un simple payeur, un simple compte titre, vous pouvez acheter des parts de cette entreprise. Vous pouvez profiter de leur croissance. Vous pouvez profiter de ce qu'ils produisent. Et là, n'importe qui aurait pu faire mieux que les milliardaires en investissant simplement sur un indice monde et aurait pu faire bien mieux que les milliardaires en investissant simplement sur le SP500. Et spoiler alerte, depuis que Macron est devenu président, mon patrimoine a plus que doublé. Donc, tonton a fait mieux que les milliardaires. Et je ne suis pas du tout milliardaire, les gars. Alors oui, millionnaire, certes, mais pas du tout milliardaire. Et il y a un facteur de 1000 entre un millionnaire et des milliardaires. Donc, voilà, je suis bien plus proche de quelqu'un du quotidien que d'un milliardaire. Et pourtant, j'ai réussi à plus que doubler mon patrimoine en 10 ans. J'ai fait mieux qu'eux. Donc, méfiez-vous de toutes ces news qui vous déresponsabilisent, qui vous font croire que c'est pas de votre portée. Parce que je le dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui se pensent libéraux
et qui vont dire oui, bah alors pour les milliardaires c'est différent, un petit patron c'est pas un milliardaire. En fait c'est pareil, c'est le même logiciel gauchiste qui vous déresponsabilise. Donc soyez très prudents avec ça, avec ces liens qu'on veut vous faire faire. Voilà, si je cartonne ma voiture ce matin et que j'ai mangé une banane au petit déjeuner, ce n'est pas lié en fait. Hein. C'est peut-être parce que j'étais inattentif, mais c'est pas parce que j'ai mangé une banane que j'ai cartonné la voiture. C'est, c'est hasardeux, mais vous voyez ce que je veux dire. Ils font des liens qui n'ont pas lieu d'être, je pense. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette petite news que j'ai vue passer. Il me reste encore quelques news que je vais vous partager. Mastermind Rando. Ça, c'est important parce qu'il y en a plein qui veulent venir au Mastermind Rando. Mastermind Rando du 19 au 25 mars. On va mettre en vente les places le 30 janvier, le vendredi 30 janvier à 10h pour les auditeurs du podcast privé pendant une semaine. Je sais que ce Mastermind Rando, il y a beaucoup de gens qui l'attendent. Voilà, si vous n'êtes pas sur le podcast privé des Gentlemen Investisseurs, c'est peut-être l'occasion de se mettre dessus parce que je pense que les places vont partir assez vite. On a 20 places pour aller marcher avec nous en Auvergne du 19 au 25 mars. Ça va être super bien. Donc voilà. J'ai encore 2 petites news. On vous a concocté une vidéo marchand bien sympa sur YouTube. Je vous invite vraiment à aller la voir avec Ben. On vous montre une opération, une petite opération à la campagne, sans prétention. On a acheté un petit corps de ferme, une maison avec un appartement à diviser en 2. Il y a pas mal de travaux qui vont, qui a à faire, pas des gros travaux, mais déplacement de compteur élec, déplacement de compteur d'eau, des petits murs à monter pour séparer un garage en 2. Mais voilà, on vous continuera de vous montrer cette opération sur YouTube, si elle va au bout, hein, pour le coup, parce que là, elle est vraiment en cours, donc les lots sont en vente. On verra si l'opération se passe correctement, mais au moins, voilà, il y aura de la transparence sur celle-ci. Je pense que ça sera vraiment intéressant. Voilà, on a essayé de faire ça sans prise de tête, avec de l'humour. Donc, si ceux qui ne connaissent pas la chaîne YouTube, je vous invite à aller voir ça. Si vous voulez voir du marchand de biens en live et le Mastermind marchand de biens, je profite aussi pour vous en parler. Il aura lieu les 21 et 22 mai 2026. On a 20 places, comme à chaque fois. Il y en a déjà une dizaine qui sont partis. Voilà, des gens qui n'avaient pas pu être sur le dernier qui ont réservé. Bon, il y a encore du temps, hein, mais voilà, si vous avez envie de vous former avec nous pendant 2 jours, venir dans nos beaux bureaux, nous rencontrer, venir nous voir dans la Loire, venir voir nos opérations en campagne, vrai de vrai, ce qu'on fait. Voilà, quand je vois qu'on est pour 2 jours 10 fois moins cher avec la formation en ligne que certains accompagnements très célèbres qui ont été matraqués à grand renfort de publicité, je suis très fier de ce qu'on fait. Je suis très fier de ce qu'on fait et de la façon dont on le fait. Voilà. C'est chouette de pouvoir partager sa passion, pouvoir enseigner ce qu'on a appris et rester aligné dans nos valeurs. Voilà. Mais c'est vrai, j'hallucine. En ce moment, je vois passer des trucs où il n'y a même pas de suivi pour des sommes à 5 chiffres. C'est zinzin. Donc voilà, vous savez que si vous voulez vous former avec nous, c'est de qualité puisque c'est nous qui formons et ça sera les 21 et 22 mai chez nous dans la Loire. Je vous propose, j'en ai fini avec les news, je vous propose qu'on revienne sur le dernier épisode du podcast, le dernier Allô Tonton. Merci à vous, gros carton sur YouTube, ce podcast, ça vous plaît beaucoup, ces épisodes d'Allô Tonton et moi aussi ça me plaît beaucoup de les faire, donc on va revenir dessus. On a un message de Les Sapins Verts, ça ne s'invente pas. Ils sont bénis des dieux, ces stagiaires de 3e, de faire un stage avec vous. J'espère juste pour eux qu'ils se rendront compte de la chance qu'ils ont d'avoir un stage avec de vrais entrepreneurs. Moi, mon stage était tout pourri dans une administration, ça m'a servi à rien. Enfin si, à me rendre compte que l'administration, c'est rempli de gens incompétents. Bah écoute, on verra s'ils s'en rendent compte. C'est des petits jeunes, je sais que leurs 2 mamans écoutent Une vie de liberté. D'ailleurs, j'en profite, ça fait... le mec va passer ses annonces dans le podcast. Comme Big Flo dans un son de Big Flo et Oli, je crois qu'il dit faut que j'achète du PQ, je note mes listes de courses dans mes couplets. Bah là, on va en être là. Je voulais demander à leur maman si elles étaient d'accord pour que leur garçon apparaisse dans une vidéo YouTube. J'ai prévu, si elles sont d'accord, qu'on tourne une vidéo YouTube avec les garçons où on ne les verra pas à l'écran. Ils seront derrière la caméra. Par contre, on entendra leur voix. Un petit concept un peu sympa que je voudrais faire pour la vidéo du mois de février, pour changer un peu sur la chaîne YouTube. Et puis, comme je vous l'ai dit, hein, l'ordre du jour en 2026 sur YouTube, c'est de s'amuser sur la chaîne YouTube Une vie de liberté, vous transmettre
à la fois de la valeur, mais aussi sans prise de tête et de s'amuser. Donc j'ai une idée de concept, un truc rigolo qu'on peut faire, mais voilà, les garçons ne seront pas devant la caméra, mais derrière la caméra. Si leurs mamans sont d'accord, faites-le moi savoir, mais je vous demanderai aussi. Je n'en reviens pas. Les gars, ils passent ces annonces dans le podcast. Et donc, je ne sais pas s'ils se rendront compte de ça. Il ne faut pas oublier qu'ils sont en troisième, ils ont 13 ans et demi ou 14 ans. Moi, à cet âge-là, j'attendais de rentrer chez moi pour jouer à la console et aller faire des tours en scooter. Donc, je ne leur en voudrais pas s'ils passent à côté. En tout cas, nous, on va faire tout notre possible pour les intéresser et leur montrer que, même si avec Ben, on est tous les deux ingénieurs, on a tous les deux passé un diplôme d'ingénieur, c'est un métier qui est très accessible finalement, le marchand de biens. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme d'ingénieur pour faire marchand de biens. C'est un métier où on peut très bien gagner sa vie. Et voilà, même si à l'école, on n'a pas fait des études de folie, quand on a quand même la tête bien faite, qu'on comprend bien les choses et qu'on sait compter, voilà, c'est au moins le minimum, quoi, hein, savoir écrire sans faute et savoir compter comme il faut. C'est un métier qui peut être vraiment chouette, qui peut permettre de s'épanouir. Et c'est tout ce qu'on va essayer, en tout cas, de leur inculquer. Et mon stage à moi aussi était tout pourri. À l'époque, j'avais fait un stage chez un avocat et ça s'était très mal passé. Ça s'était pas très mal passé, mais comme je te dis, 14 ans, 13 ans et demi même. J'avais pas le scooter à l'époque, mais il m'avait laissé dans un bureau à étudier des dossiers de divorce. J'y comprenais rien, il m'avait laissé tout seul. C'était nul. Et il m'avait pas du tout donné envie de faire ce métier. Ils avaient une étude qui était d'une tristesse infinie dans ma ville. J'avais été mis dans une espèce d'alcôve, hein, je crois qu'on peut appeler ça comme ça, avec plein de dossiers et plein de bouquins sur une petite table avec une lumière. Quand tu laisses un jeune de 13 ans toute la journée comme ça, forcément, je n'avais pu que passer à côté. Donc l'idée, ça sera de faire bien mieux que ça. Merci à toi en tout cas pour ton message. On a un message de Nico. Nico qui nous dit à 1h11, merci Hello pour les effets et le montage. Vous avez vu, je suis taquin. Alors, pour ceux qui écoutent le podcast, vous ne l'aurez pas vu parce que comme c'était un gag visuel qui s'est passé pendant le podcast, je ne l'ai pas laissé. Mais par contre, pour ceux qui le regardent sur YouTube, j'ai renversé mon verre d'eau en fait. Donc je vais me permettre de boire un petit coup, vu que je l'ai attrapé maintenant. Mais j'ai renversé mon verre d'eau et j'en ai foutu de partout. J'ai mouillé les bouquins qui tiennent mon écran et tout. Enfin, c'était assez cocasse. Donc voilà, Hello a choisi de le laisser dans le podcast et j'avoue que c'était vraiment marrant. Et donc voilà, puis ça vous donne un peu un petit aspect des dessous du podcast et de ce qui peut se passer parfois entre les cuts. Donc Nico qui me dit « Merci Tony comme d'habitude. Je me suis aussi retrouvé dans le discours d'Emmanuel. J'ai mis en stand-by quelques projets, même si à l'heure actuelle, ça coûte plus que d'autres, afin de me concentrer sur le projet du moment, revenir aux autres après et arbitrer. Je vote pour un nouvel Allô Tonton, au plaisir Nicolas. » Désolé Nico, faudra que tu attendes la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Allô Tonton. Cette semaine, ça sera le retour sur mon année 2025. Mais voilà, je voulais lire ton message parce qu'on en parlera aussi pour mon année 2026 où je cours pas après les projets cette année. Mon but, c'est de continuer de développer et pérenniser mes entreprises. Mais voilà, en tout cas, encore plus filtrer et pas dire oui à tout bout de champ et m'en rajouter parce qu'on le verra avec mon mois de janvier quand on va en parler. Ça a été finalement le déclic pour changer des choses pour déjà 2025 et ensuite continuer sur cette lancée en 2026 parce que toujours en rajouter et en faire trop, c'est pas faire mieux et parfois c'est juste contre-productif. Et ça demande beaucoup de sagesse de savoir dire non sur certains projets et de savoir s'arrêter, de savoir dire ok, je vais privilégier ça et quand ça sera fini, je passerai à autre chose et ainsi de suite. Et je pense que c'est même peut-être une des plus grandes forces que j'ai aujourd'hui, même sur l'aspect marchand de biens, même sur l'aspect patrimonial. Là, je pense à un projet qu'on rentrait en patrimoine, puis finalement, j'ai pensé à quelqu'un de mon entourage à qui ce projet pourrait vraiment coller pour un de ses projets d'investissement. Ce n'était pas pour du marchand au départ, je l'avais vraiment prévu de le garder pour moi. Et finalement, je lui ai proposé, on verra si ça le fait ou pas. Mais toujours avoir cette double casquette et me dire, ok, est-ce qu'en l'achetant, je ne suis pas en train aussi de m'en rajouter sur le long terme? Est-ce que je ne peux pas finalement le vendre à quelqu'un? Est-ce que je ne peux pas en arbitrer une partie? Et toujours avoir ça en tête pour voir ce qui fait finalement le plus de sens. Et c'est toujours un curseur à régler en permanence finalement. Donc merci à toi Nico pour ton message. On a un message de Seb qui me dit
Merci pour ta réponse personnalisée, Tony. J'avoue évoluer un peu par rapport à mon côté écolo, car je me dis que globalement, l'humain va de toute façon pomper la dernière goutte de pétrole et que les courageux méritent plus que les feignants, donc bon. Mais j'avoue ne pas pour autant avoir besoin de prendre l'avion ou d'avoir une grosse voiture pour être heureux. Globalement, c'est surtout la biodiversité qui me tient à cœur. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle nous déménageons dans les Ardennes. Je suis totalement d'accord avec le fait de se poser cette question. Si je n'avais aucune contrainte financière, qu'est-ce que je ferais de mon temps? Si je vends notre villa avant mars, je vous rejoins en mastermind malgré les kilomètres polluants. Ah oui, Seb voulait peut-être venir à l'enduro. Il ne sera pas avec nous finalement. Parce que je viens de Belgique, sinon ça sera pour l'année prochaine. Bien à toi, bise Seb. Merci à toi Seb pour ton message. J'ai voulu lire ton message, alors tout simplement, prendre l'avion, avoir une voiture de sport, avoir tout ça, c'est que des choix personnels, hein. On n'est pas obligé d'être passionné de voyage ou d'être passionné de voiture. Même moi, quand je vous parle de tout ça, et je vous en reparlerai encore un petit peu aussi dans ce podcast, c'est pour vous inspirer sur les choses qui sont importantes pour vous. Moi, ce qui est le plus important pour moi dans ma vie, c'est ma famille, passer du temps avec eux, voyager. Bon, j'aime bien les voitures, mais ce n'est pas essentiel dans ma vie, mais c'est quelque chose qui me fait plaisir. Le but, c'est que ça vous inspire pour les choses qui sont importantes pour vous. C'est peut-être pas le voyage ou les voitures, c'est peut-être avoir une très belle maison, une très belle résidence principale, passer du temps avec les chevaux, que sais-je, mais l'important, c'est de transposer pour vous en tout cas. Et si j'ai voulu lire aussi ton message, Seb, c'est surtout pour parler du côté écolo, parce que je me méfie toujours avec ça. Un peu dans la même veine que la news, tu vois, d'Hugo Décrypte tout à l'heure, qui essaye de détourner le débat et de nous empêcher de nous poser les vraies questions. Une fois de plus, là, on oppose le côté écolo au côté croissance. Comme si on ne pouvait pas vouloir les deux. À la fois être écolo et à la fois continuer de vouloir de la croissance. Tu vois, pendant des années, on nous a bassinés en nous disant que les voitures électriques seraient moins polluantes. On a plein de voitures électriques, c'est un milliardaire qui les a fait, mais comme c'est un milliardaire et comme c'est pas bien, c'est un nazi, c'est tout ce que tu veux. Et même si toutes ces voitures-là, elles ont permis de faire peut-être moins de gaz à effet de serre globalement, c'est quand même pas bien, quoi. Et ça me dérange un peu. Et l'être humain, il a toujours eu la capacité de s'adapter. Et c'est grâce à la croissance, c'est grâce à toutes les inventions qu'on a faites, qu'on vit mieux, qu'on vit plus longtemps, qu'on arrive à se soigner, qu'on arrive à se réparer, qu'on arrive à guérir des maladies, qu'on arrive à, globalement, même si Hugo Décrypte nous explique que la pauvreté a augmenté en France à cause du capitalisme, mais qu'on a vu que c'était à cause du socialisme, globalement, on vit quand même mieux. Même quelqu'un qui est en bas du taux de pauvreté, aujourd'hui, il vit mieux que vivait Louis XVI. Il peut manger chaud, il peut conserver ses aliments, il peut se déplacer beaucoup plus loin et beaucoup plus vite dans la même journée. Il peut contacter ses proches avec un simple téléphone. Avec un smartphone, il a Internet au cœur de sa main. S'il a mal aux dents, il peut aller chez le dentiste. Je crois que c'est Louis XIV, il me semble, qui a eu une fin de vie abominable, où il avait des trous dans le palais, qui communiquaient avec son nez parce qu'il ne pouvait pas se soigner. Il a énormément souffert sur la fin de sa vie. Aujourd'hui, on peut se faire soigner les dents, on peut se faire soigner tout court. Le niveau de vie, même si on met en avant cette pauvreté, le niveau de vie global a énormément augmenté en 200 ans. C'est incroyable à quel point on a avancé. Et ça, c'est grâce à la croissance. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on essaye de nous mettre dans la tête. Forcément, hein, quand on est en France, le pouvoir d'achat baisse énormément à cause de l'inflation. On l'a vu sur l'énergie, sur tout ça. Donc, plutôt que de te dire « mais je ne peux plus chauffer chez moi à 20 degrés parce que ça me coûte la peau des fesses », on va te dire « oui, non mais chauffer trop, ça augmente l'effet de serre, il faut chauffer à 17 degrés chez soi ». Donc, en fait, on est en train de t'expliquer qu'il faut que tu te cailles les miches pour sauver la planète, pour que tu ne penses plus que tu n'arrives pas à te chauffer parce que tu n'as pas d'argent. Ou derrière, aujourd'hui, les billets d'avion, partir à l'étranger, ça coûte cher. Et pour pas que tu te culpabilises ou que tu dises « mais en fait, pourquoi j'arrive pas à me payer des billets d'avion ?» On va te dire que l'avion, ça pollue. Comme ça, on te culpabilise de le prendre. Donc, en te supprimant ce besoin ou ce désir que tu aurais, tu te poses plus la question de te dire que finalement, tu es trop pauvre. Et c'est pour ça aussi qu'on met en avant tellement cette décroissance. C'est aussi parce qu'on n'a plus les moyens de la croissance, peut-être. Donc, je me méfie toujours de ce double discours où c'est soit tu es écologiste et tu es pour la décroissance et tu prends plus l'avion et tu chauffes plus chez toi et on va détruire la planète,
ou soit tu es juste un énorme capitaliste et qui se fiche de la planète. Mais je me méfie toujours quand les choses sont trop binaires, il y a toujours une voie du milieu. Bien sûr, pour moi, on peut être capitaliste. Bien sûr que pour moi, on peut prendre soin de la planète et les deux ne sont pas incompatibles. Et je suis persuadé qu'avec l'innovation, avec le pouvoir d'adaptation de l'être humain, on peut trouver des nouvelles façons de préserver les ressources, de les faire durer, mais aussi d'innover. Je suis persuadé comme ça, par cette innovation, qu'on arrivera à produire peut-être plus de nourriture, de meilleure qualité, plus vite, pour pouvoir nourrir plus de gens. J'ai pas toutes les clés, mais je me dis que je fais juste confiance à l'être humain. L'être humain, hein, on n'a pas de griffes pour se défendre, on n'a pas de dents, on n'a pas une armure, une carapace. On a un cerveau. On a un cerveau, 2 bras et 2 jambes. Et quand l'être humain s'unit et travaille, bah, c'est comme ça qu'on a créé les premiers outils, qu'on a pu avancer et que l'humanité arrive là où on en est, où on a quand même un niveau de paix, malgré tout, qu'on a rarement eu depuis des années et des années, de confort, de soins, de qualité de vie. Et je me dis que voilà, je me méfie de parfois ce qu'on essaye de nous faire croire. Je ne dis pas encore une fois que j'ai raison, et je ne dis pas que j'ai la science infuse, et je ne dis pas qu'il faut me croire sur parole, mais je me dis que le doute est permis. Quand on essaye de nous mettre des discours comme ça dans la tête, où voilà, c'est toujours binaire, c'est toujours opposé. Soit tu es pour la décroissance et tu fais partie du camp du bien, soit tu es un capitaliste et c'est pas bien. Ben voilà, est-ce qu'il n'y a pas une voie du milieu? Est-ce que c'est pas grâce au capital que on a de l'argent pour prendre soin de la planète, pour faire d'autres innovations, d'autres, comment dirais-je, d'autres initiatives pour améliorer les choses? Je pense que si, quand même. Donc voilà, Seb, ton message m'a inspiré, mais je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. On prend un dernier message de Maxime. Merci à toi, Seb, en tout cas. Maxime qui me dit: encore une masterclass cette vidéo, tu as réussi à me retourner le cerveau, notamment sur ta façon d'interagir avec tes filles sur ton quotidien. J'ai toujours voulu préserver mes 3 enfants en gardant pour moi mon stress, mes galères quotidiennes de chef d'entreprise et d'investissement immobilier. Et la claque est venue de mon aîné quand il a dû expliquer au lycée que font tes parents. Elle a été incapable d'expliquer ce que je faisais, à part il est patron, il remplace les absences et il a des immeubles où il va réparer ce qui a été cassé. Ton approche d'impliquer tes enfants dans la réflexion est géniale. Rien que pour ça, déjà, merci. Bah écoute, merci à toi, Maxime. Je ne sais pas si je fais bien, hein. En tout cas, sur Une vie de liberté, j'ai jamais la prétention de vous dire voilà, il faut penser comme ça, j'ai raison. C'est pas du tout ça. Moi, je vous exprime ce que je pense et même on le voit, même ma façon de penser. J'ai évolué en 7 ans. Ça fait bientôt 7 ans que je fais Une vie de liberté. Il y a des choses qui ont évolué en 7 ans sur ma façon de penser, sur ma façon de réfléchir, sur ma façon de voir les choses. Même ça évolue en même temps que moi, que mon patrimoine. Donc, et que mes compétences, forcément, hein, puisque mon patrimoine, je l'ai développé grâce à mes compétences et qui ont évolué. Donc, voilà, je ne dis pas que j'ai raison. Et il y a aussi des fois où je n'ai pas fait les choses bien. Bon, vous connaissez, ceux qui me suivent depuis longtemps, ma technique auvergnate de ne quasiment rien avoir sur mes comptes et tout est investi en permanence. Et il y a quelques temps, des fois j'ai du mal avec le temps, mais je dirais 2-3 ans, on a fait des travaux à la maison et on a fait des murs de soutènement. Enfin bref, on a arrangé le jardin, les travaux extérieurs. Et j'avais une facture de 10 000 € à payer. Et quand elle est arrivée, je le savais, mais pour rigoler, ou je sais pas, j'ai dit putain, mais comment je vais payer ça? Je suis sur la paille en voyant mon compte, puisque je devais avoir, je sais pas, 300 balles sur mon compte courant. Et en fait, il allait falloir que je vende des ETF pour pouvoir payer la facture. Mais voilà, des ETF, j'en avais beaucoup déjà à l'époque. Et on n'était pas du tout sur la paille. Et je l'ai dit en rigolant. Hello, qui monte ce podcast et qui passe, ça l'a fait sourire et ça l'a fait souffler, parce qu'elle sait ce que je veux dire. Mais en fait, je me suis rendu compte un jour ou deux après, en parlant avec ma fille dans la voiture, elle m'a dit: ça va papa, on va pouvoir la payer la facture? Et là, j'ai pas rigolé en fait. Je me suis dit: wow, attends. Je me suis rendu compte que ça l'avait stressé en fait. Je lui ai dit: non mais chérie, t'inquiète pas, on a largement les moyens de payer cette facture, on a de l'argent, t'inquiète pas. Quand j'ai dit ça, c'est parce que c'est sur un compte d'épargne, il faut que je le prenne. Tu sais, toi aussi, tu as ton compte courant, puis tu as ton compte épargne. Donc j'avais fait un peu de pédagogie parce que ma fille était plus jeune, mais je me suis rendu compte que ça l'avait stressé. Donc il faut faire énormément attention à ce qu'on dit. Et je leur partagerai jamais des soucis financiers, si un jour j'en ai, ou
ou des choses qui peuvent arriver. J'en parlais dans un précédent podcast. Quand il faut sortir des apports ou des choses comme ça, il y a des fois, il faut aller vendre, aller chercher sur une société qui me doit du compte courant et ainsi de suite. Toute la mécanique qu'on a quand on a des boîtes, ça, je ne vais jamais les impliquer là-dedans. Quand j'ai fait ça, c'était plus en termes de pédagogie, pour dire, tiens, regarde, en ce moment, je suis en train de travailler là-dessus. Il n'y a pas d'enjeu émotionnel. Si l'opération, je la rate, on s'en fout, quoi. Mais c'est plus leur expliquer ce que je fais, plus leur expliquer mon métier, en quoi il consiste. Par contre, je leur épargne tout ce qui est les soucis inhérents à ce métier. Si j'ai un litige, si j'ai un procès, c'est des choses que je vais leur épargner parce que je ne veux pas les stresser avec ça. Donc c'est là où je voulais t'apporter de la nuance et une fois de plus dire que non, tu vois, je ne fais pas tout bien, quoi. Parce que ce jour-là, pour le coup, avec mes enfants, j'ai vraiment pas été bon, en tout cas avec ma plus jeune fille, parce que, tu vois, pour une simple blague, en disant « mais comment on va payer, je suis sur la paille », moi, intérieurement, mais j'ai même rigolé en le disant, et ma fille, en fait, l'a pris premier degré, quoi. Donc, voilà, faut être assez prudent aussi là-dessus. C'est la nuance que je voulais apporter, et je vous inviterai d'ailleurs à écouter, pour ceux qui sont sur le podcast privé des Gentlemen Investisseurs, on a fait un épisode entier là-dessus, sur comment parler de son métier à ses enfants, comment parler d'argent à ses enfants, comment essayer de leur transmettre un peu des valeurs d'investisseurs, des valeurs d'épargne avec l'argent, des valeurs d'investissement, pour ne pas qu'ils se retrouvent victimes de la société de consommation. Un épisode qui est très intéressant, on l'a enregistré cette semaine avec Yann, donc ça sortira dans les semaines à venir. Je vous invite vraiment à l'écouter. Et j'en ai terminé avec le retour sur le podcast de la dernière quinzaine. Et je vous propose qu'on passe au sujet de cette semaine. Un sujet que je vous ai pris le temps de vous préparer cette semaine au cours de mes balades quotidiennes, rebalayer toute mon année. J'ai pris mon agenda en fait, et j'ai pris aussi mes photos. Et j'ai regardé tout ce que j'avais fait cette année. Cette idée de podcast, elle m'est venue aussi le 1er ou le 2 janvier. J'ai publié une rétrospective de 2025 avec des photos sur Insta aussi, pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Insta. C'est des posts que j'aime bien faire, un post qui a aussi énormément marché, qui a fait plus de 10 ou 15 000 vues, où j'ai publié plein de photos, plein de petites photos de cette année, des moments que j'ai capturés, des moments de séminaire, des moments un peu plus rigolos. Et je me suis dit, encore 2025, quelle année folle! Et ça m'a fait du bien de revenir sur cette année. C'est ce petit post Insta qui m'a donné envie de faire ce podcast que je vous ai proposé la semaine dernière. Vous avez été nombreux à me dire que ça vous avait plu. Il y en a même qui m'ont écrit sur Insta pour me dire qu'ils avaient réécouté les leçons de 2024. Et je m'en souvenais plus d'ailleurs. Et je suis retourné voir ce podcast. Je pense que ce sera différent du coup. Je n'ai pas réécouté le podcast, mais j'ai repris mes notes pour voir ce que j'avais mis comme leçon. Et histoire de ne pas retomber exactement sur les mêmes, quand même, ça serait dommage. Mais du coup, ça sera des leçons qui seront vraiment différentes, en tout cas pour la plupart. Et voilà. Donc, j'en ai tiré, il y a 12 mois, j'ai tiré 12 leçons de ce que 2025 m'a appris. Et c'est ce que je vais vous partager dans ce podcast. Et on va commencer du coup par le mois de janvier. Et en fait, en janvier, j'ai démarré 2025 aussi fatigué que la fin de 2024. Et je me suis rendu compte en janvier 2025 où j'espérais que le rythme allait ralentir, qu'en fait, il n'a pas ralenti du tout. Il n'a pas ralenti du tout et j'avais vraiment prévu février et jusqu'à mi-mars, j'avais plus de séminaire. J'avais juste un séminaire. Et en fait, je me suis rajouté des masterclass. Je suis intervenu pour des masterclass de copains à droite, à gauche, en physique, sur Internet. J'ai pas arrêté. Et surtout, 2023, ça avait été une grosse année où on avait remplacé les J'irai investir chez vous par les parenthèses indépendance. Cette année-là, on en a fait 4 dans l'année. C'est simple, je crois que j'avais plus d'un événement par mois. Soit un événement de 15 jours, soit un événement de 3 jours. Mais on a travaillé énormément. Et ça, parce que je suis passionné, parce que ça me plaît. Mais voilà, 2025 était censé être plus cool. Et pourtant, elle a commencé hyper fort cette année, avec beaucoup de travail, avec en point d'orgue le mastermind entrepreneuriat qui a eu lieu fin janvier. Et je suis arrivé à ce mastermind finalement complètement éclaté. Alors, il était même mi-janvier, il était le 16 et le 17 janvier. Et ce séminaire, c'est cette année qu'il a lieu d'ailleurs à la fin de cette semaine, quand vous écoutez ce podcast, le 29 et le 30. Mais là, il était le 16 et 17.
Et c'est là où mes hernies cervicales se sont réveillées et où vraiment j'ai pas passé un très bon séminaire parce que j'avais mal au dos. J'avais vraiment mal au dos. Et je me suis dit, j'ai besoin de repos en fait. J'ai besoin de me changer les idées. J'ai besoin de quelque chose de différent. J'avais l'impression que ça faisait 2 ans, limite sans s'arrêter, quoi. Alors que j'ai vécu des super choses en 2024. Rappelez-vous, j'ai fait un voyage au Japon fantastique. À l'époque, j'avais fait un voyage à Miami avec ma fille. J'ai rencontré Booba. C'était une année de fou. J'ai quand même passé des bons moments, mais voilà, c'était très, très intense. Et j'en ai parlé à mon copain Chouchou, que vous avez déjà vu dans le podcast, Loïc. Et Chouchou m'a dit, mais écoute, viens, on part, viens, on va marcher. Je t'organise un voyage, on part tous les deux. Il allait avoir bientôt sa petite fille. Et il me dit, j'ai encore du temps avant que mon enfant arrive. Mais je lui dis, écoute, fin janvier, j'ai une semaine, j'ai rien. Il m'a dit, bah vas-y, tu prends 4 jours et on part tous les deux. On va marcher, on se fait 4 jours, on va marcher. Et il m'a organisé un voyage en Grèce. On est partis tous les deux 4 jours à Athènes, comme ça, pour rien, en pleine semaine. Au dernier moment, ça s'est décidé limite une semaine avant. Et ça a été incroyable. Et ça m'a rappelé une vérité toute simple, ce voyage. C'est que la liberté, elle se vit maintenant et pas quand tout sera plus calme. Et souvent, je me dis dans ma tête, j'ai des objectifs de patrimoine en me disant, ben voilà, dans 5 ans, j'aurai atteint mon objectif ultime dont j'osais jamais rêver. Bah, du coup, je pourrais lever le pied, je ferais moins de marchand de biens, je pourrais aller plus en voyage, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Et en fait, je peux déjà faire ça dès aujourd'hui. Et ce voyage-là, il m'a rappelé que je pouvais décider de vivre cette vie-là en fait dès maintenant et arrêter de la différer et arrêter de me dire dans 5 ans ça sera encore mieux, je serai encore plus libre et de pas faire une croix et dire mais non, je peux continuer de créer de la richesse, je peux continuer de vivre ma liberté, je peux continuer d'entreprendre et en même temps en faire un peu moins et utiliser, comme je le partageais hier dans cette masterclass dont j'ai parlé tout à l'heure, un peu plus d'effet de levier. Et finalement, ce voyage, il m'a rappelé, j'ai ressenti des émotions de liberté que je n'avais pas ressenties depuis 2019, 2020, 2021, avant que mes business se développent et prennent encore plus de place. Et ça m'a presque rappelé, et ça fait du mal de se l'avouer, mais que je me sentais presque plus libre en 2019 que début 2025, paradoxalement, alors que mon patrimoine a presque doublé pendant ce temps-là. Et voilà, et ça m'a fait en tout cas beaucoup de bien, ça a été une bouffée d'oxygène et que j'ai gardé pour toute l'année. Et je pense que j'ai vécu mon année 2025 dans cette vibe-là, justement de voyage, de liberté, de plaisir. Et tous les masterminds que j'ai fait avec les gentlemen investisseurs, toutes les vacances qu'on a prises en famille ou avec Elodie, ça a été imprégné de ce sentiment de liberté. On est parti une semaine en vacances au surf, en pure vacances, au mois d'août, et elle était imprégnée de ça, de ce sentiment de pure liberté. Et voilà, c'était fantastique. Et ces quelques jours m'ont rappelé ça. Et ça m'a montré aussi que d'avoir accumulé toute cette fatigue, ça m'a montré que remettre la vie dont on rêve à plus tard et se dire non mais je rajoute encore un projet, je le ferai après, c'est quand même un piège, même quand on est passionné. Et du coup, j'ai programmé plein de voyages cette année et ça me fait aussi rêver. L'année n'a pas commencé que, voilà, bon, c'est pas très bien peut-être pour la planète, mais j'ai 3 voyages, je dis en souriant, mais j'ai 3 voyages programmés hors de France cette année en avion et ça faisait, je pense, 5 ans, 6 ans que j'avais pas programmé autant de voyages. Voilà, j'aurai le temps de vous en reparler dans les podcasts de ces voyages-là, mais ça va être vraiment trop, trop bien. Je suis très heureux. Et voilà. Donc la leçon que j'ai tirée de mon mois de janvier, c'est ne pas attendre pour vivre sa vie de rêve. Et ça, vous pouvez tous vous en inspirer. Tim Ferriss parlait des mini-retraites dans la semaine de 4 heures. Mais ça peut être ça, quoi. Voilà, les années passent trop vite. Et encore autour de moi, cette année, voilà, j'ai eu des proches pour qui l'année 2025 a été difficile. Et je me dis, faut pas attendre, faut prendre tout ce qu'il y a à prendre et le prendre maintenant.
Donc si vous avez la possibilité de faire un petit week-end, si vous avez la possibilité de faire un voyage, bah voilà, même si des fois ça coûte un peu de thunes et que ça vient retarder un petit peu d'indépendance financière, si vous avez la possibilité de faire un voyage avec des gens que vous aimez et qu'il vous coûte 3000 balles le voyage, bah oui, ça fera peut-être un peu d'ETF en moins, mais si vous avez pu vivre des moments exceptionnels, que ça vous a enrichi, euh, au fond de vous, bah voilà, l'idée c'est d'après aller rajouter de l'effet de levier pour pourquoi pas faire une opération immobilière qui rapporte un peu de cash flow, créer un produit, mais être inventif pour pouvoir financer ça, mais ne pas trop attendre pour vivre sa vie de rêve. Et je pense elle peut commencer dès à présent et que c'est un véritable choix et que si on attend toujours, 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 on peut se retrouver à vouloir toujours plus et toujours la différer alors que, bah, objectivement, sans parler que ça coûte une fortune, mais on pourrait le vivre dès aujourd'hui. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai appliqué toute l'année parce que là, je parle de voyage. Quand je parle de vie de rêve, ça ne doit pas forcément être quelque chose qui coûte cher. Si je prends mon exemple, je me disais toujours, ces derniers temps, bah, quand j'aurai atteint tel niveau de patrimoine, je pourrais relâcher, je pourrais en faire moins. Et en fait, je décide de le faire dès aujourd'hui, en faire un peu moins. Puis comme je me suis blessé au CrossFit avec mes cervicales, je me suis moins entraîné. Et en fait, le temps d'entraînement que j'ai pas passé là-bas, bah, je l'ai souvent remplacé par plus de temps pour le business. Donc, je me suis fait aussi un petit peu piéger à cause de ça. Mais du coup, bah, j'ai décidé de remettre un peu de vide dans ma vie. Et au final, moi, ma vie de rêve, c'est pas les voyages, c'est 2, 3 par an, quoi. C'est pas que ça. Mais c'est surtout une vie de rêve au quotidien. C'est d'avoir du temps pour lire, avoir du temps pour aller marcher, faire mes 10 000 pas, avoir du temps pour cuisiner mes repas, pour manger les bonnes choses parce que c'est important pour moi, avoir bien sûr du temps pour bosser, mais plutôt sur une demi-journée, du temps pour faire du sport. Et ça, j'ai décidé de le refaire dès maintenant. Et cette année, j'ai quand même réussi à remettre vraiment un rythme beaucoup plus cool. Et pourtant, sur les business, j'ai fait une très belle année. J'ai pas fait moins qu'avant, alors que objectivement, j'ai passé moins de temps à travailler. Et, euh, et je pense que c'est un exercice qu'on peut vraiment tous faire pour, dès à présent, vivre vraiment, en tout cas, un rythme de vie qui se rapproche de votre vie de rêve. Au mois de février, passons en février. Bon, mois de février, c'était l'achat de la Ferrari, pour le coup. Alors, j'en ai pris livraison un peu plus tard, mais en février, c'est là où je l'ai acheté. Et ça a été quand même un événement marquant de mon année. Pour moi, c'est un véritable rêve qui se réalise. Et c'est pas un truc qu'on fait en un claquement de doigts, même si on a les finances pour. C'est vraiment le genre d'achat qui fait toujours flipper. J'ai voulu le faire vraiment en confiance, donc je l'ai acheté dans un garage dont je connaissais la réputation, chez West Motors à Lyon. Et donc j'ai été très très bien entouré. Et je suis aussi bien entouré pour l'entretien, pour tout ça avec ce garage. Et je suis le premier de toute ma famille à acheter une Ferrari. Donc c'est très symbolique aussi tout ça. Et voilà, on se dit toujours, est-ce que je fais pas une bêtise? Est-ce que je pourrais la revendre? Donc le garage a pu répondre à toutes mes questions là-dessus. Et même quand toutes les règles financières étaient respectées, pour ceux qui ont fait finance business expert et finance perso expert, tous les jouets, c'est pas plus de 5% du patrimoine net maxi. Tout était dans les clous. Donc tous les feux étaient au vert pour le faire. Mais voilà, c'est toujours un achat où il y a, quand c'est la première fois, je pense, beaucoup de symbolique autour. Et c'était à la hauteur de mes espérances parce que quand on aime ça, quel bonheur. J'ai pu en profiter tout seul, j'ai pu en profiter avec Ben, j'ai pu en faire profiter mes proches, on a passé des super moments avec. Ça a été énormément de joie de rouler cette voiture, j'étais très content. Je pense que je l'ai fait au bon moment, justement, je ne l'ai pas fait, j'aurais pu le faire plus tôt, mais voilà, je l'ai fait au bon moment. Et je pense aussi que voilà, quand on en a les moyens, quand on peut le faire, il ne faut pas trop différer, il ne faut pas non plus trop attendre pour le faire. Une fois de plus, en tout cas la leçon que j'en ai retenue de cet achat de la Ferrari, c'est faut pas trop attendre pour se faire plaisir, mais par contre, il faut le faire au bon moment, avec les bonnes règles. Bien entendu, si faut l'adapter avec une voiture qui correspond à vos moyens du moment, que ce soit moins ou plus d'ailleurs. Mais si vous en avez les moyens et l'envie, et ça peut être une fois de plus une Ferrari, un voyage, une maison, quelque chose qui est important pour vous, quand les chiffres sont bons, il faut le faire parce que c'est un achat qui peut aussi vous motiver pour la suite.
parce qu'on s'habitue toujours maintenant. Et moi, quand j'ai acheté cette Ferrari, c'était vraiment un truc de fou. Je l'ai immortalisé, je l'ai écrit, je l'ai filmé pour m'en rappeler toujours. Mais ça y est, aujourd'hui, c'est fait. Et je me suis surpris à rêver d'une autre Ferrari, de vendre celle-là pour en acheter une autre. Bah forcément, elle est plus chère. Et donc, ce que je me suis aussi noté, c'est attention à l'inflation de ses désirs avec tout ça. Et voilà, je sais qu'il y a d'autres voitures qui me font envie. Et je me suis aussi dit, bah, si j'achète une autre voiture, il y en a forcément une des deux qui partira, ou la Porsche ou la Ferrari, parce que j'ai pas non plus envie d'avoir 3, 4 voitures, même si j'en ai les moyens, je pense pas que ça aurait du sens. Je me rends compte que déjà avec 2 voitures, j'ai du mal à les conduire et à les faire beaucoup rouler. Cette année, elles auront roulé 4000 km les deux en tout, enfin 2000 et 2000. Donc c'est pas énorme hein, en 2025, c'est à chaque fois des moments de plaisir, mais je trouve que c'est bien de l'avoir fait parce que c'est un achat qui crée des déclics. Alors, bien sûr, on va dire que c'est que matériel, mais je m'en souviens quand je me suis acheté ma première Rolex en 2015, pour moi, c'était un truc de fou, s'acheter une Rolex. Une fois de plus, j'étais le seul de ma famille à faire un achat comme ça. Je me suis aussi acheté une autre marque Piguet. Maintenant, la montre est en vente. Je pense qu'elle sera d'ailleurs bientôt vendue. Je me suis rendu compte que sur les montres, j'avais un peu plus fait le tour, quelque part. Mais bah, c'est des cases qui sont cochées et ça permet aussi de passer à autre chose derrière et de se rendre compte, pardon, que c'est fou. Je ne sais pas comment le dire. C'est fou, mais c'est pas si fou finalement. Et aujourd'hui, les voitures me rendent très heureux. C'est ce que j'ai dit. C'est énormément de joie. Mais si demain on doit me les enlever, ça changera rien à ma vie. Comme je vous le disais tout à l'heure, ma vraie vie de liberté, c'est pouvoir me réveiller le matin sans réveil, pouvoir déjeuner avec ma famille, les emmener à l'école, pouvoir créer du contenu ici, pouvoir vous créer du contenu, euh, pouvoir faire du sport, pouvoir avoir des moments plus contemplatifs où je vais marcher pendant 2 heures une journée pour avoir des idées. Le vrai luxe, il est ici. Mais par contre, pouvoir se faire plaisir et faire ces choses-là quand c'est important pour soi, c'est chouette aussi. Et attention, je pense que ça peut piéger parce que faut toujours faire attention à l'inflation de ses désirs et pas vouloir toujours plus et continuer d'exercer la gratitude. J'en ai beaucoup parlé dans les derniers podcasts pour être heureux de ce qu'on a et pas toujours vouloir plus, plus, plus. Et aujourd'hui, bah, je me suis surpris à me dire, mais tu te rends compte que si ils te la reprennent et que tu rajoutes ça, tu peux avoir ça. Je me suis dit, non, 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 non. Pour l'instant, continuer de pratiquer la gratitude pour tout ce que j'ai. Et c'est aussi quelque chose qui participe énormément au bonheur et qui rend heureux de continuer d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà. Au mois de mars, ma leçon du mois de mars. Bah, au mois de mars, j'ai vécu le dernier mastermind MMA des Gentlemen Investisseurs. Ça a été un grand moment d'émotion quand même, puisque c'est un des plus gros masterminds qu'on a organisé, un des plus fous au départ quand on l'a créé, et aussi un des plus beaux puisqu'on le faisait au Maroc au début. Et je me suis surpris quand on l'a fait à Alès cette année à avoir la nostalgie de ces moments, surtout que je l'ai fait vivre à mon cousin qui a 19 ans, enfin maintenant il a 20 ans, mais qui avait 19 ans, oui, il va sur ses 20 ans cette année, mais qui avait 19 ans à l'époque, même 18 quand on l'a fait, je vais y arriver. Il a pu le vivre avec moi, donc c'était exceptionnel. Et j'ai eu cette nostalgie de me dire, bon à chaque fois je me faisais... On revient avec des cocards, on se fait taper dessus. Et à chaque fois, je revenais du MMA quand même bien éclaté et je me disais, est-ce que c'est encore sérieux d'aller faire ces mastermind MMA, de se mettre 5 heures de sport par jour, de prendre des patates à 44 ans, est-ce que tu en as vraiment encore envie? Et une fois que ça a été fini, bah, j'ai eu la nostalgie de ce séminaire, j'ai eu la nostalgie du Maroc aussi, de cette chambre au Maroc qu'on avait dans ce riad, des moments qu'on passait qui étaient exceptionnels. Et j'ai réalisé une fois de plus, au mois de mars, la beauté de ce qu'on fait avec Yann, avec les Gentlemen Investisseurs, la chance qu'on a de faire ça. Et j'en parle en mars parce que c'était le MMA, mais on a eu une année folle. Cette année-là, on a fait du MMA, on a fait du kitesurf, on a fait du surf, on a fait de la moto en Suisse, en France, en Italie. On a fait de la voiture de course sur un circuit de course. On a fait de la voiture de rallye, conduit des Subaru Impreza de 300 chevaux. Quelle année! Quelle année folle. Et je me dis qu'on a beaucoup de chance de faire ça et que tous les gens qui hésitent à faire un séminaire avec les Gentlemen Investisseurs, n'hésitez plus. Moi, j'espère que ça durera toujours ce qu'on fait et que même à 55 ans, on aura encore envie de faire ce genre de séminaire
Et j'en doute pas, parce que c'est fantastique. Et je me dis aussi qu'avec l'explosion de l'intelligence artificielle en ce moment, ben, on peut avoir la réponse à quasiment toutes ces questions avec ChatGPT en 1 minute dans sa poche, mais que du coup, on en privilégie plus que jamais les connexions humaines, et c'est ça qui compte. Moi, je l'ai toujours dit sur Une vie de liberté. Je suis trop content de vous faire ce podcast, mais là, je suis tout seul dans mon bureau, hein. Je parle à ma caméra comme si vous étiez là, mais je suis tout seul dans mon bureau. Et le but, c'est que, in fine, on se voit, on se rencontre, et on crée des liens, voilà, on crée des affinités, et on vive des aventures ensemble. C'est pour ça qu'on a fait ces séminaires-là, pour transpirer ensemble. Et le MMA, c'est le meilleur exemple. On arrive le premier jour, il y a des gens qui ne nous connaissent pas bien, puis il y a des gens avec Internet, forcément, ça crée aussi une distance. C'est la première fois qu'ils nous voient en vrai. Un peu comme avant, quand on a vu la personne à la télévision, on l'a vu sur YouTube, ça peut créer une distance. L'après-midi, on est en short, plein de sueur, torse nu, en train de se tordre le cou, en train de se mettre des patates. Et le soir, ça y est, la distance, elle est cassée et on est potes. C'est pour ça qu'on a fait ces séminaires-là. Et donc, le fait que le MMA, ce soit le dernier, ça m'a mis une petite nostalgie. Et ça m'a confirmé que les expériences qu'on partage, les relations humaines, ça prend encore plus de valeur dans ce monde qui est de plus en plus digitalisé, où là, j'en suis la preuve, hein. Je suis face à un écran, je suis face à un objectif qui me filme, j'ai encore un appareil numérique qui enregistre ma voix. Euh, mais tout ça, c'est le prétexte à ce qu'on se rencontre. Et donc voilà, la leçon que j'ai tirée du mois de mars, c'est à l'ère de l'IA, la vraie richesse, elle est humaine et elle est dans ces séminaires aussi. Et pourvu que ça dure toujours. Au mois d'avril, on était en mastermind au kitesurf, on était à Leucate et on a vécu la crise des Trump tarifs. Alors bon, on pourrait parler de Donald Trump et on pourrait en disserter pendant des heures, hein. Il n'est vraiment pas très aimé en France. Je crois que 78% des Français ont une opinion négative de Donald Trump. Il aime bien troller notre président. Des fois, ça me fait rire. Mais voilà, parfois, il manque même un peu de respect à la France, je trouve. Et bon, c'est pas très, très classe non plus. Mais c'est peut-être à l'image, comment dire, on est peut-être traité par rapport à l'image qu'on donne aussi, quelque part. Et en France, c'est sûr qu'en ce moment, on n'est pas très, très brillant. Et voilà, Donald Trump, c'est pas mon idole, mais je pense qu'en tout cas, il fait ce qu'il faut pour son propre pays, il voit ses propres intérêts. Et peut-être qu'on devrait aussi faire ça. Et il a tellement bien vu ses intérêts au mois d'avril qu'il a commencé à faire une crise de nerfs en augmentant les droits de douane à tous les pays, en les faisant changer du jour au lendemain. Ça a été un peu le cirque. Et les marchés financiers ont énormément paniqué et on a fait ce qu'on appelle un V-bottom. Voilà, les marchés sont tombés et sont remontés. On a perdu presque 25% au mois d'avril. Et ça a été violent et ça s'est tout passé pendant la semaine de kitesurf, au point où moi j'ai désinstallé toutes mes applis qui me montraient où je perdais des 80 000 euros par jour. Il y a un moment, tout ça, ça devient assez virtuel, donc il faut se déconnecter. Et à côté de ça, ce que je veux dire, la leçon que j'ai retenue, je ne vais pas vous la faire durer plus longtemps, mais c'est que l'indépendance financière, c'est l'antifragilité. Et je me suis rendu compte à quel point mon patrimoine était antifragile. Antifragile au sens de Nassim Nicolas Taleb, c'est qu'il est tellement composé de sources de revenus différentes dans plein d'endroits que même quand Trump il pique une crise de nerfs, mon patrimoine, il ne tremble pas tant que ça. Et j'ai calculé que le max drawdown, la plus grosse baisse de mon patrimoine global, a été au plus fort de la crise des Trump tarifs de moins 10%. Alors que la bourse a baissé de quasiment 25%. Donc, bien sûr, c'est parce que tout mon patrimoine n'est pas en bourse, mais j'ai vu que mon patrimoine était quand même très résilient, même dans une crise majeure, hein, comme celle qu'il y a eu. Mon patrimoine a quand même bien traversé les choses. Et on reparlera de mon patrimoine à la fin du podcast. Et puis surtout, je me suis dit à ce moment-là qu'il fallait dézoomer. Et en dézoomant, maintenant que la bourse est revenue à ses plus hauts, pour le coup, j'ai regardé sur ces 5 dernières années, j'en avais déjà parlé dans le podcast, mais la bourse m'a rapporté une somme à 5 chiffres chaque mois. Si je prends ma plus-value sur les 5 dernières années et que je la divise par 60 mois, on est sur une somme à 5 chiffres chaque mois. Je me dis c'est quand même inouï et pour l'instant je ne la dépense pas. Elle continue de faire des intérêts composés, de s'investir.
Mais c'est assez fantastique. Et quand je vous dis que l'indépendance financière, c'est l'antifragilité, même si la bourse a baissé de 25% et que mon patrimoine n'a baissé que de 10%, bah c'est parce que justement, il est bien investi, bien réparti. J'en mets des coups dans le micro. Il est bien investi, bien réparti, et on en revient toujours à la base de la base, au plus simple. La base de l'indépendance financière, c'est qu'il faut multiplier ses sources de revenus et ne pas dépendre d'un seul levier. Voilà, mon patrimoine n'était pas investi à 100% sur le SP500, et ça serait une connerie de le faire. Mais aujourd'hui, ben voilà, j'ai bientôt, je crois que je dois avoir 21 ou 22 lots. On est en train d'en racheter, mais je vais monter à une trentaine de lots immobiliers. Donc j'ai 30 sources de revenus rien que sur l'immobilier. Le marchand de biens, c'est une de mes sources de revenus. En ce moment, j'ai 5 opérations. Donc même sur la source de revenus marchand de biens, j'ai 5 sources de revenus. Sur la bourse, je suis investi sur plusieurs ETF, donc c'est plusieurs sources de revenus. Et chacun de ces ETF est lui-même investi sur 500, 1500 entreprises. Donc à chaque fois, c'est 500, 1500 sources de revenus. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, j'ai 3 sociétés de consulting avec les Gentlemen, avec ce que je fais sur Une vie de liberté, avec Ben aussi, et puis ce que je fais avec Fabien sur Nouveau Départ. Ça aussi, c'est des sources de revenus. Et dans chaque entreprise, il y a plusieurs formations, plusieurs séminaires qui sont aussi des sources de revenus. Et finalement, c'est ça qui fait que le patrimoine est antifragile. Même si la bourse baisse, le marchand de biens, ça va encore, l'immobilier, ça va encore, et ainsi de suite. Et je me suis dit vraiment, avec cette crise des tarifs douaniers, voilà, l'objectif, c'est pas d'éviter les crises à tout prix, parce qu'elles sont par définition imprévisibles, puisque c'est des crises, mais c'est d'être capable de les traverser sans paniquer, en gardant son calme. Et c'est cette antifragilité qui m'a permis de le faire. Donc, la leçon que j'ai tirée du mois d'avril, c'est que l'indépendance financière, c'est l'antifragilité. Et passons au mois de mai. En mai, fais ce qu'il te plaît. En mai, j'ai surtout fait ce que j'ai pu, puisqu'on a enfin clôturé notre opération dans les Monts d'Or à Lyon. Une opération dont j'ai longuement parlé sur la chaîne YouTube. On a fait une vidéo dédiée sur cette opération avec Benjamin. Et donc, je l'ai beaucoup raconté, cette OP, dans ce vlog. C'est la plus grosse opération de marchand de biens que j'ai jamais fait. Un chiffre d'affaires qui approche le million d'euros. Pour le coup, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça, on doit être à 950 000, quelque chose comme ça, où j'ai beaucoup, beaucoup appris aussi sur cette OP, surtout sur la négociation. Même quand vous venez faire le séminaire marchand de biens avec nous, je vous parle beaucoup de cette OP, justement, puisque j'y ai beaucoup appris sur la négo. Et voilà, j'ai levé quand même une ligne de crédit de 750 000 euros. Et la maison, je l'ai gardée seulement 3 semaines et je l'ai revendue 650 000 très rapidement. Donc, j'avais plus qu'une ligne de crédit de 100 000 euros pour le terrain. Et j'ai eu une offre tout de suite du voisin dans la première semaine, une offre à 280 000 euros, quand moi j'espérais au moins 100 000 euros de plus pour ce terrain. Et spoiler alerte, j'ai gardé le terrain 2 ans. C'était une offre sans condition de financement, sans condition de permis, sans condition de rien du tout. L'offre du voisin. Je l'ai refusée. Et j'ai vendu 2 ans après. J'ai gardé ce terrain 2 ans. Je l'ai vendu pour le montant que m'en avait proposé le voisin initialement. Donc j'ai payé 2 ans d'intérêt sur ces 100 000 euros. Ça m'a coûté une fortune, pas loin de 40 000 euros d'intérêt pour clôturer l'opération à zéro. J'ai porté ça 2 ans, ce terrain, les assurances, tout ce qu'on peut imaginer. Et j'ai appris qu'un tien vaut parfois mieux que 2 tu l'auras. Et si j'avais accepté cette offre à ce moment-là, j'aurais économisé les intérêts, j'aurais gagné seulement 40 000 euros. Donc je me dis, ça fait beaucoup de brasser 950 000 euros pour en gagner seulement 40 000. À l'époque, le marché immobilier ne s'était pas encore cassé la figure. Le marché immobilier n'avait pas bougé comme ça. Je ne pensais pas qu'on irait si bas. Et je ne pouvais pas tout prévoir, c'est pas possible, hein. On apprend aussi en faisant. Mais en tout cas, la leçon que j'aurais retirée de ça, c'est que je suis content parce qu'une grosse opération comme ça, c'était la première que je faisais aussi grosse. Et donc, ça m'a permis aujourd'hui de continuer puis d'avoir moins peur et d'avoir acquis des nouvelles compétences, on va dire. Mais ça me montre aussi que parfois, il vaut mieux clôturer une opération de marchand de biens en 3 semaines, tout vendre, même si on ne gagne pas grand-chose. C'est toujours de l'argent, on a toujours gagné de l'argent. Et ça, c'est de l'argent qui est là, qu'on sait qu'on a gagné. Et un tien, de l'argent rapidement vaut beaucoup mieux que peut-être tu auras des sous dans 2 ans. Donc un tien vaut parfois mieux que 2 tu l'auras. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et
Et ça sera la leçon, vraiment au niveau du marchand de biens, la leçon que j'aurai appris en 2025. Et aujourd'hui, même si ce n'est pas les prix qu'on m'a proposés, même si ce n'est pas ce que j'imaginais, dans tous les cas, c'est le marché qui a raison, hein. Je n'avais pas d'autres offres. J'ai mis plus d'1 an à avoir une autre offre. Les gens ont mis plus d'1 an à avoir le permis. Il y a eu des difficultés sur le permis, sur l'étude de sol. On a renégocié aussi parce que initialement, on avait signé le terrain un peu plus cher. Et voilà. Et au final, j'aurais porté ça 2 ans. 2 ans de soucis, 2 ans de questionnement. Jusqu'au bout, j'ai eu peur qu'on n'ait pas le permis. Tout ça pour, au final, y arriver quand même. Mais j'aurais pu avoir des meilleurs résultats 2 ans avant et passer à autre chose. Donc voilà ma leçon marchand de biens de 2025. Un tien vaut parfois mieux que deux, tu l'auras. Au mois de juin, on a investi nos bureaux de rêve, les bureaux dans lesquels je suis en ce moment, les bureaux dans lesquels j'enregistre ces podcasts. C'est fantastique de pouvoir être là. Je me dis qu'on est enfin là, dans ce lieu merveilleux, un vrai lieu de vie, hein, ces bureaux, un vrai lieu de vie qui sont à la hauteur de ce qu'on a rêvé, où je peux créer ici, on peut travailler à côté, on peut organiser nos séminaires, on peut accueillir les gens. C'est un vrai lieu de vie aussi pour la communauté. Et on peut mettre nos voitures, on peut les voir tous les jours pour continuer de rêver. Donc c'est fantastique et ça n'aura pas été facile pour obtenir ces bureaux, pour y arriver, pour aller jusqu'au bout. On aura mis, entre le moment où on a signé le terrain et le moment où on est rentré, plus de 30 mois. On a eu des jalousies aussi, bien sûr, il ne faut pas le nier. On nous a mis des bâtons dans les roues. On l'a su aussi par la suite parce qu'il y a eu des jalousies. Et voilà, et ça me confirme encore que il faut vivre pour soi. Il ne faut pas trop regarder ce que font les autres. Et quand on sait qu'on est dans son bon droit, quand on sait qu'on a raison, il faut y aller. Il faut y aller à fond et il ne faut pas lâcher. Et ce sera ça ma règle du mois de juin. Ne jamais rien lâcher quand on y croit. Puisque là-dessus, je savais qu'on faisait les choses comme il faut. Je savais qu'on était dans les règles d'urbanisme. Je savais qu'on respectait le vendeur. Et malgré tous les soucis et tout ce qu'on a essayé de nous mettre comme bâton dans les roues, on y est arrivé. On y est arrivé. Et donc, même malgré les jalousies, malgré les bâtons qu'on peut vous mettre dans les roues à côté, il ne faut pas pour autant se cacher. Il ne faut pas se cacher. Il faut avancer à découvert. Quand on est aligné avec ses valeurs, il faut continuer d'être 100% soi. Et je pense que ça, c'est le meilleur. Moi, c'est arrivé par la force des choses. Quand j'ai décidé de me mettre sur Internet, au début, je mettais que ma voix. Après, j'ai commencé à me filmer. C'est public, c'est sur le net. Et je raconte beaucoup de choses sur ma vie, dans une vie de liberté. Je ne raconte pas tout, bien entendu. Mais tout ce qui a trait à l'investissement, au dev perso. Et donc, forcément, par définition, je ne peux plus me cacher quand je vais voir mes agents IMO avec qui je bosse, quand je vais chez mon notaire, quand je vais voir mon banquier. Tout le monde sait que je suis sur Internet, tout le monde sait que je fais une vie de liberté. Donc, ça encourage aussi à plus se cacher, à avancer à découvert, à être 100% soi. Mais même si vous n'êtes pas sur les réseaux, c'est vraiment ce que je vous invite à faire, à ne pas vous cacher, à être 100% vous. Parce que ça libère tout. Aujourd'hui, mon notaire est venu intervenir sur nos séminaires. L'agent IMO avec qui on bosse va bientôt venir intervenir sur nos séminaires. Là, récemment, on a reçu le Crédit Agricole dans nos bureaux. Ça commence à devenir un partenaire qui commence à bien nous suivre. Et jusqu'à présent, j'étais toujours allé dans leur bureau. Et là, pour ce rendez-vous-là, je leur ai dit, écoutez, venez dans nos bureaux, venez voir ce qu'on fait. Parce qu'ils ont du mal parfois à comprendre entre ce qu'on fait sur YouTube, ce qu'on fait dans la vraie vie, en marchand de biens. Et là, dans nos bureaux, ils voient vraiment déjà les lieux qu'on a créés, notre façon de voir les choses, notre façon de vivre, le studio de podcast où ces podcasts prennent vie, la salle où on reçoit tout le monde en séminaire. On peut leur montrer, pareil, les photos de nos opérations et on a du temps pour discuter. Et j'ai vu qu'on les a vraiment emmenés avec nous et ils ont vraiment compris qui on était et notre univers. Et je trouve que c'est chouette justement de pouvoir avoir ce lieu-là. Et c'est un vrai lieu de partage, de bonheur, où on peut partager ce qu'on fait. Et donc, ma leçon du mois de juin, c'est quand vous êtes dans votre bon droit, quand vous savez que vous avez raison et qu'on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, ne lâchez pas. Voilà, ne jamais rien lâcher quand on y croit. Au mois de juillet, on a fait le séminaire Equinox avec Elodie, un séminaire fantastique, un mastermind hors du temps où on avait 4 participants avec nous et on a vécu une semaine incroyable avec les chevaux,
euh, complètement hors du temps, hors du réseau, hein, même, puisque au bout d'un moment, j'ai fait une croix sur le fait de traiter mes emails, puisque c'était impossible. On avait le petit E de Edge là, qui sert à rien du tout, et parfois le petit satellite, aucun service. Donc on a vraiment vécu une semaine coupée du monde. C'était génial. Et je me dis souvent qu'il n'y a que nous pour organiser des choses comme celle-là. Et on a vécu un vrai moment magique, puisque c'était autour des chevaux. Donc il y avait Élodie, il y avait Ambre aussi qui était avec nous, qui est comportementaliste équin. Alors, j'espère que je le dis comme il faut pour les femmes. Mais voilà, et puis moi qui ai coaché en PNL. Et c'était mon premier vol absolument solo aussi en PNL avec autant de monde. Quand on fait les coachings intensifs Nouveau Départ, je suis avec Fabien. Où je coach bien entendu aussi tout seul en one-to-one. Mais là, avec autant de monde, c'était mon premier vol solo et j'ai adoré. Je pense qu'on a vécu des moments magiques avec les participants. C'était un moment hors du temps. Et surtout, ça a été aussi, je pense, mon vrai déclic avec les chevaux et la vraie connexion, puisque Élodie m'a beaucoup initié au monde du cheval, on y a passé beaucoup de temps. J'en avais parlé dans un des podcasts de début 2024 où on a perdu aussi une amie qui était comportementaliste équin aussi et qui m'a aidé à vaincre ma... J'avais pas peur des chevaux, mais j'avais pas d'affinité. Mais à trouver des affinités avec les chevaux, ça m'a énormément aidé. Et là, j'ai ressenti cette semaine-là la véritable connexion avec le cheval et il s'est passé un truc, quoi. Voilà, il s'est passé quelque chose. Le lien s'est fait, on va dire. Et je pense qu'on ne peut pas forcer certaines connexions. Il y en a qui se vivent, qui se ressentent. Et c'est ce qui s'est passé cette semaine-là. Et c'est quelque chose qui est venu de l'intérieur où je me suis dit, en fait, j'ai envie d'apprendre à monter. J'ai pas envie de le faire pour faire plaisir à ma compagne. J'ai pas envie de le faire pour passer le temps. J'ai envie de le faire parce que ça y est, c'est le moment. Et ça m'appelle et ça me fait envie. Et donc, voilà, à la rentrée, j'ai commencé à apprendre à monter à partir d'octobre, je dirais. Et donc, depuis 3-4 mois, j'apprends à monter. Je prends une demi-journée par semaine maintenant pour faire ça. Ça me fait beaucoup de bien parce que le cheval, c'est fantastique. Pour quelqu'un qui est, comme moi, plutôt très organisé quand même, je me dis toujours, OK, à quelle heure le cheval, ça commence, à quelle heure ça finit? En fait, tu sais quand tu commences, tu sais jamais quand tu finis. Puisque voilà, tu vas chercher le cheval au pré, tu l'emmènes avec toi, tu le brosses pour pas qu'il se blesse, hein. Quand tu vas lui installer la selle, il faut pas qu'il ait de la boue sous le ventre qui pourrait lui faire mal ou lui faire des plaies. Ça permet aussi de regarder que le cheval ne se soit pas blessé dans son parc contre une clôture ou contre n'importe quoi, de vraiment faire tout le tour du cheval, comme on ferait le tour de sa moto. Mais désolé pour les comparaisons, mais je suis motard à la base. Pour ceux qui sont des amoureux du cheval, je découvre aussi au fur et à mesure. Mais voilà, je prends beaucoup de plaisir et je suis vraiment en train d'apprendre à monter. Le but, c'est de pouvoir partir déjà en balade par ici et à terme, pouvoir partir en voyage à cheval. C'est des trucs qui me feraient vraiment envie. Et, euh, et en fait, la leçon que j'ai tirée de ce mois de juillet, c'est que je pense que tout apprentissage profond commence à l'intérieur et commence par un déclic. Et je me dis que j'ai toujours eu ça. Et je m'en rappelle à Equinox, quand on a fait la balade à la fin à cheval, où je montais mon cheval, on a fait du galop. Et j'ai eu ce déclic-là, comme si le cheval me le montrait. Clairement, c'est comme ça que je l'ai ressenti, comme s'il me le montrait. Il faut que tu apprennes à monter. Et ça a été une évidence. D'un coup, je me suis dit, OK, mais en fait, maintenant, c'est évident. Il faut que je trouve le bon centre équestre pour le faire, les bonnes personnes avec qui je vais connecter. Mais maintenant, je vais apprendre à monter parce que j'en ai envie. Et ces déclics-là, je les ai eus plein de fois dans ma vie, aussi pour l'investissement. Pour l'investissement immobilier, mon premier investissement immobilier, ça a été une catastrophe. Mais il y a un moment où j'ai eu le déclic et je me suis dit, OK, j'ai compris. En fait, ça y est, j'ai compris ce qu'il faut chercher, j'ai compris ce qu'il faut acheter, j'ai compris où il faut négocier. Et c'est un déclic qui se fait à l'intérieur, comme pour la bourse. J'ai papillonné au début, j'ai acheté des actions, j'ai fait n'importe quoi, j'ai perdu de l'argent, j'ai acheté des titres vifs qui étaient verticaux, qui montaient. Je les ai revendus n'importe comment, j'ai perdu des sous. Et puis à force de lire des bouquins sur la bourse, il y a un moment où j'ai fini et je me suis dit, OK, en fait, j'ai compris. J'ai compris ce monde de l'indépendance financière, c'est comme ça qu'il va s'articuler. C'est comme ça que j'ai envie de le créer. J'en parlerai tout à l'heure parce qu'on reparlera de la formation arbitrage de patrimoine. Mais j'ai vraiment eu l'impression qu'elle a été portée un peu par les mêmes énergies
où vraiment il y a un moment où je me suis dit, mais voilà, ma vie de liberté, une vie de liberté, Tony, la façon dont il a construit son patrimoine, la façon dont il a construit les choses et ce qui permet justement cette antifragilité et ce patrimoine, en fait, c'est comme ça. Et comme si ça venait de l'intérieur. Et ben, ça a été un peu la même chose avec le cheval, une vraie rencontre qui vient de l'intérieur, pas pour faire plaisir à quelqu'un, pas vraiment quelque chose où à un moment, à force de tourner autour, à force de passer du temps avec les chevaux, sans le forcer, c'est voilà, le déclic s'est fait, c'est venu. Il y a un moment où il y a un déclic. Et justement, vous dire aussi, désespérez pas si vous attaquez la bourse, que vous comprenez rien, si vous attaquez la crypto, vous comprenez rien, même l'immobilier, ça, vous comprenez pas tout. Continuez de persévérer et il y a un moment où, clac, je pense que ce déclic-là, il se fait. Donc voilà, ma leçon de juillet, tout apprentissage profond commence à l'intérieur. Au mois d'août, c'est ma rencontre avec mon pote Enzo, avec Enzo Honoré. Et c'est là aussi où j'ai parlé de foi. Et c'est ce dont j'ai envie de vous parler là pour ma leçon du mois d'août. Ça a commencé quand j'étais la semaine au surf avec Hello. On était à Bidart, on est parti faire du surf là-bas. On est allé surfer à Hendaye aussi. Enfin, on a passé une superbe semaine. Et Enzo, je le suis depuis des années sur Insta. On s'échangeait quelques messages. Et lui aussi me suivait. On se parlait un petit peu de temps en temps. Et il a commencé à parler librement de sa foi chrétienne sur les réseaux, où il a parlé de passages de la Bible, où il se filmait en train de lire la Bible, il surlignait sa Bible. Et ça m'a vraiment interpellé parce que j'ai toujours été timide pour parler de ma foi, et peut-être trop timide, justement. Et je suis toujours parti d'un principe où une vie de liberté, ce que je partage dans ce podcast, je l'ai toujours voulu rassembleur. Pour moi, une vie de liberté, ça s'adresse absolument à tout le monde, quelle que soit son origine sociale, sa religion. Vraiment, ça parle à tout le monde. Je veux que tout le monde puisse s'y retrouver. Et je ne veux pas faire de prosélytisme en disant j'ai trouvé la bonne religion, il faut m'écouter. C'est pas ça. Mais la vérité aussi, c'est que malgré tout, une vie de liberté, c'est fait par un chrétien, pour le coup. Et je pense que la façon dont la foi a impacté ma vie, c'est aussi très important. Et si je ne vous en parle pas du tout, ce n'est pas parfaitement honnête non plus. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Mais Tony, comment tu as fait pour trouver de la paix? Comment tu as fait pour trouver de la sagesse ?» Alors, bien entendu, quand je compare ma vie d'avant dans les travaux publics, où j'étais loin de chez moi, où je travaillais 60 heures par semaine, où c'était harassant, et ma vie de maintenant, je trouve une énorme partie de ma paix là-dedans, parce que ma vie, elle est bien plus douce aujourd'hui qu'avant. Et toutes ces épreuves, elles m'ont façonné et elles font que j'ai aussi plus de sagesse. Mais il y a aussi une partie de tout ça, de cette paix, de cette sagesse, qui vient aussi de cette foi. Et j'en ai jamais vraiment parlé sur une vie de liberté, parce que tout simplement, je ne sais pas trop comment le faire, en fait, finalement. Toujours parce que j'ai voulu une vie de liberté vraiment rassembleur. Et je veux que ça nous rassemble, je veux pas que ça nous divise. Et la religion, j'ai toujours cette croyance que parfois, si on en parle mal ou qu'on ne sait pas trop le faire, ça peut diviser. Et en fait, la rencontre avec Enzo, voir Enzo en parler avec tellement de candeur, en fait, tellement de simplicité, ça m'a fait du bien. Et on a commencé d'en parler comme ça tous les deux. Et puis, on s'est vu avec Enzo. Et c'est comme ça que j'ai parlé de ma foi dans son podcast. Donc, s'il y a des gens qui ont envie de m'entendre parler de foi, je ne sais pas pourquoi je me suis senti peut-être plus libre de le faire chez Enzo, parce que ce n'était pas forcément le public d'une vie de liberté, donc j'étais plus libre de le faire. Et ça m'a fait énormément de bien, parce que je pense que la foi peut faire beaucoup, beaucoup de bien aux gens, surtout dans un monde où, pour ceux qui ont fait de la PNL, vous savez, la 4e colonne du tableau des besoins, c'est la colonne des besoins spirituels. Or, spiritualité ne veut pas dire religion, mais j'en ai beaucoup parlé aussi dans Une vie de liberté. Les religions, elles ont tellement été débunkées ces dernières années qu'on a jeté avec la religion la spiritualité. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui manquent de spiritualité dans notre époque, en 2026, aujourd'hui, et à qui ça fait beaucoup de mal. Parce que la base même de la foi, parce qu'il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais tu te rends compte, Tony, on est en 2026, et tu crois vraiment qu'il y a quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité, qui est monté au ciel ?» Et en fait, avoir la foi, c'est décider de croire à quelque chose sans en avoir de preuves formelles, sans voir. C'est ça la définition de la foi.
Et quand vous avez la foi dans quelque chose de plus grand que vous, en Dieu par exemple, en fait, vous pouvez l'appliquer sur tout. Parce que démarrer son entreprise et être persuadé qu'on va réussir, qu'est-ce que c'est si ce n'est pas de la foi, puisque vous n'avez aucune preuve que votre entreprise va fonctionner. Donc, y croire plus que tout, et y croire sans le voir, et y croire même quand les gens vous diront « mais tu n'y arriveras jamais », ça c'est de la foi. Et quand on a la foi en Dieu, je trouve que c'est plus facile à la transposer en la foi dans ses projets, et in fine, dans la foi en soi, croire en soi. Et, euh, et pour un chrétien, on a tous une part de divin en nous. Dieu a créé l'homme à son image, donc on a tous une part de divinité. Et croire en Dieu, c'est aussi croire en soi, puisqu'on a cette part de divin. Et quand on croit en soi, sans aucune réserve, qu'on a cette foi justement, qu'on va y arriver, qu'on va s'en sortir, quoi qu'il arrive, eh ben, c'est plus fort que tout. Et même moi, au plus dur de mon entreprise de travaux publics, au moment où j'étais le plus malheureux dans ma vie, j'avais quand même, me demandez pas pourquoi, peut-être parce que c'est grâce à Dieu, mais cette foi au fond de moi de me dire que un jour ou l'autre, j'y arriverai et j'aurai une vie meilleure. Et ça, c'est le propre aussi des chrétiens. Je ne connais pas beaucoup plus les autres religions, je connais la mienne, mais la foi, elle n'enlève pas cette incertitude. Ça ne veut pas dire que on croit tous les jours et qu'on n'a pas des crises de foi et que par moments, ce n'est pas plus difficile que d'autres. La foi, elle n'enlève pas l'incertitude, mais elle donne beaucoup d'espérance. Ça donne de l'espérance que, in fine, demain sera meilleur qu'hier. Et même pour ce qui se passe en France parfois, quand je vous parle de la news d'Hugo Décrypte et que la France sombre dans le social-communisme, ça ne me fait pas plaisir. Mais la foi dans quelque chose de plus grand que moi, elle me donne beaucoup d'espérance. Et même quand je vais à la messe et que je suis dans notre collégiale, la belle collégiale de ma ville qui a 800 ans, je me dis que ces murs, ça fait 800 ans qu'ils voient passer des gens faire les mêmes messes. Et quand je pense à notre président qui, des fois, nous ridiculise à l'étranger, je me dis qu'est-ce que c'est que cet épiphénomène par rapport à 800 ans de cette cathédrale. Et ça me fait beaucoup relativiser sur ce qui se passe en France. Et quand il y a beaucoup de gens qui attendent le sauveur, l'homme qui va sauver la France, l'homme providentiel. Moi aussi, j'espère qu'un jour, on aura un dirigeant à la hauteur. Mais voilà, pour les chrétiens, on se dit que le sauveur, il est déjà venu il y a 2000 ans et qu'y croire, et ça donne beaucoup d'espérance. Je le dis en souriant, mais je le pense aussi. Je me dis que ça fait relativiser sur tout ça. Ça donne beaucoup, beaucoup d'espérance. Et c'est le propre des chrétiens, l'espérance. Et surtout, ça nous redonne, en ayant foi en soi, notre souveraineté. Croyez-moi, hein, les présidents se sont succédés. Ça fait 10 ans qu'on a Macron. Il y a des gens qui sont convaincus que Macron est à la racine de tous leurs problèmes. Et moi, sous Macron, comme pour les milliardaires, mon patrimoine a doublé quand même. Et pourtant, je ne pense pas que j'y trouve mon compte et je ne suis pas sûr que ce soit l'homme providentiel pour sauver la France. Quand je dis je ne suis pas sûr, je suis sûr que non. Mais j'ai quand même réussi parce que j'ai pris mes responsabilités en me disant « Ok, ce n'est pas un homme politique qui changera ma vie, mais je décide de croire en moi et c'est ça qui changera ma vie. » Et donc voilà, en août, c'est grâce à Enzo que j'ai commencé à parler 2 fois sur le podcast d'Enzo et que je vous en parlerai peut-être un petit peu plus dans le futur, justement, de cette foi, parce que c'est vrai que aujourd'hui, c'est important pour moi dans ma vie. J'en ai parlé sur le podcast d'Enzo, j'ai eu une vraie rencontre en 2016, qui fait que ça m'a apporté beaucoup de paix, vraiment beaucoup de paix, beaucoup d'espérance, beaucoup de sérénité, je pense beaucoup de sagesse aussi, et beaucoup de force aussi dans les moments difficiles, énormément de force. Et voilà, et je pense que les épreuves que j'ai vécues par le passé, que ce soit les soucis de santé, que ce soit gérer cette entreprise, que ce soit des séparations, c'était des épreuves qui étaient nécessaires pour que je grandisse et que je puisse aujourd'hui avoir des grâces aussi dans ma vie et avoir la vie que j'ai aujourd'hui qui me rend très heureux. Et j'ai réalisé aussi que pour vraiment aimer, apprécier la vie, forcément, c'est peut-être plus simple quand on a été éprouvé au départ et quand on a aussi vécu des épreuves, ça nous fait grandir. Voilà. Donc, ma leçon du mois d'août, c'est il faut choisir de croire pour voir. Et ça peut marcher pour la foi, ça peut marcher pour son business, ça peut marcher pour la vie qu'on veut se créer. Il
faut avoir la foi en soi pour commencer. Il faut y croire pour que ça se matérialise dans la réalité physique. Ça ne peut pas se passer dans le sens inverse. Au mois de septembre, ça a été la sortie de ma formation arbitrage de patrimoine. Ça a été un très grand moment pour moi. Je vous en ai parlé tout à l'heure quand j'ai parlé d'Equinox, du séminaire qu'on a fait autour du cheval. La façon dont mon envie de faire du cheval est arrivée et ces déclics-là, la sortie d'arbitrage de patrimoine, ça a été mu par les mêmes choses. De me dire, OK, en fait, la vie de liberté que j'expérimente aujourd'hui, elle est parce que j'ai structuré mon patrimoine de cette façon antifragile, que j'arbitre les biens au bon moment, que j'ai su réinvestir dans des actifs financiers, que j'ai réussi à faire tout ça pour développer une exponentielle. C'est clairement la méthode Une vie de liberté. Et la leçon que j'en ai tirée, c'est qu'un patrimoine qui est bien construit, ça libère l'esprit. Ça libère l'esprit dans les moments de crise, ça libère l'esprit dans les moments de joie. C'est vraiment quelque chose qui nous permet de bien vivre. Et elle est venue parce en début d'année, j'ai réalisé enfin mon OBO, un Owner Buyout. Je me suis racheté un bien immobilier que je possédais en perso avec une de mes sociétés. J'ai aussi de nouveau alloué les sommes en bourse. Par le mécanisme de crédit lombard et ce mécanisme d'OBO, j'ai réussi aussi à acheter la Ferrari. Et c'est peut-être l'année où j'ai le plus ressenti la puissance de ces revenus passifs avec cette exponentielle, même en dépit du fait que, on le verra avec le mois de décembre, quand je vais vous en parler, que les performances boursières n'étaient pas au rendez-vous, n'étaient pas fantastiques. C'est cette année-là où j'ai vu que mon patrimoine était le plus antifragile et que c'est une forteresse, en fait, ce patrimoine. Il est... Alors, à toucher du bois, hein, faut jamais jurer de rien. Mais pour moi, mon patrimoine, c'est une forteresse. Il est imprenable. Et je vous le disais en début d'année avec ce voyage avec Chouchou, ça a instauré vraiment le deuxième arc de Une vie de liberté où je retrouve cette insouciance et cette liberté de 2019. Et c'est vraiment ça. Je me suis jamais senti aussi libre que cette année, finalement. J'ai l'impression que je me suis jamais senti aussi libre que cette année. Et pour tous les gens qui se posent des questions sur la façon dont je vis, dont j'organise mon patrimoine, toutes les réponses, elles sont dans cette formation. Vraiment, profitez-en. Ça a été 200 heures de travail, ça a été la synthèse de tout ce que j'ai appris, compris, mis en place au fil du temps et qui me permet de vivre aujourd'hui cette véritable vie de liberté qui me permettrait, si tel était mon souhait, d'arrêter même de travailler vraiment dès aujourd'hui et de maintenir mon niveau de vie actuel jusqu'à la fin de mes jours. Donc voilà, j'en suis très fier et j'étais très content que ce bébé, la méthode Une vie de liberté, puisse naître. Donc voilà, la leçon de septembre, c'est un patrimoine bien construit, libère l'esprit. Et d'ailleurs, allez, comme ça, soyons fous, pour tous ceux qui ont raté la sortie de la formation, qui ont envie de se plonger dedans et qui m'en feront la demande, allez, pour les 3 premiers, écrivez-moi sur Insta et je vous ferai moins 20% sur la formation. Soyons fous. On passe au mois d'octobre, avant que je change d'avis. Non, je rigole. On passe au mois d'octobre. Au mois d'octobre, j'ai donné une conférence pour mon pote Nico Popovic à Nîmes, à Montpellier, sur un de ses séminaires. Et ça a été incroyable parce que Nico m'a demandé de sortir de ma zone de confort. Alors déjà, une des plus belles victoires que je vois, c'est qu'avant d'être pote avec Nico Popovic, c'était surtout un podcasteur que j'écoute encore un petit peu moins aujourd'hui parce que voilà, je suis bien occupé, puis je crée aussi beaucoup de contenu, donc j'ai moins le temps pour les copains. Mais j'étais avant tout un des premiers auditeurs de son podcast et je trouve que c'est génial que des gens que j'admirais beaucoup et que j'admire encore puissent aujourd'hui être des amis et je trouve que c'est fantastique. Et Nico m'a dit, écoute, je voudrais que tu viennes animer une conférence à Montpellier. Je suis passé le dernier en fin de journée. Et il m'a dit, je veux que tu la fasses en mode TEDx. Voilà. Tu vas avoir 20 ou 25 minutes, sans papier, sans stylo, sans support, sans PDF. Je veux rien du tout. Je te veux juste toi, avec ton micro, et me parler de marchand de biens. Et là, je me suis dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Cette année, j'avais fait finalement peu de conférences par rapport à d'autres années où j'en donnais beaucoup plus que ça. Et je me suis dit, mais comment je vais parler de marchand de biens, de chiffres aussi, sans support. Et en fait, je me suis dit, mais je vais me faire confiance. Je vais me faire confiance. Et je vous en avais d'ailleurs fait un podcast de cette conférence où j'ai trouvé 3 leçons que la division foncière m'a appris.
et je les ai partagés librement. Je m'étais juste fait un pense-bête avant d'y aller avec mes 3 leçons que j'ai appris par cœur, juste vraiment les 3 leçons. Et j'y suis allé sans filet, sans rien. Et je me suis dit que la liberté aussi, s'appelait une vie de liberté, c'est pas juste un nom, mais la liberté, c'est se faire confiance pleinement et finalement sans support, sans masque, sans pense-bête, sans sécurité, sans secours, juste apprendre mes 3 leçons par cœur pour avoir ça pour me raccrocher et y aller. Et en fait, j'ai adoré ce moment-là. C'était dans une salle presque une salle de théâtre. C'était une salle de séminaire avec vraiment un peu un amphithéâtre, quoi. Et ça m'a rappelé le théâtre. J'étais dans le truc, j'étais dans le flow, quoi. Comme je savais que j'avais mes 3 leçons sur lesquelles j'allais me raccrocher, j'ai fait des vannes, j'étais dans le moment présent et c'était vraiment trop bien. J'ai fait des belles rencontres aussi sur ce séminaire. On a passé vraiment des moments exceptionnels. Et je me suis dit, voilà, nouveau succès débloqué. Tu sais, aujourd'hui, animer des conférences de 30 minutes avec juste 3 phrases sur un papier. Alors, je savais que j'étais capable de faire des podcasts et avec 3 phrases sur un papier, tenir et parler pendant 1h30 ou 2 heures. Mais là, en face de gens, ça m'a rappelé l'impro, ça m'a rappelé plein de choses. Et donc, ma leçon du mois d'octobre, ça a été de continuer de me faire confiance. Voilà, tout simplement. Et que, voilà, même à 43 ans à l'époque, 44 aujourd'hui, on peut apprendre plein de choses, on peut aussi se mettre en danger. Et c'était très agréable de se prêter à l'exercice. Donc, je remercie aussi Nico, si tu écoutes ce podcast. C'était un plaisir et ça a été une vraie révélation. Et ça m'a donné envie de refaire des conférences. Ça m'a sorti de ma zone de confort, du ronron un peu de ces conférences où on a un PowerPoint, où on présente. Et je trouvais ça absolument génial. On va passer au mois de novembre. Et au mois de novembre, ça a été le diplôme de notre coach Estelle. Estelle, c'est notre 2e coach sur la société Nouveau Départ, sur le podcast Nouveau Départ que j'anime avec mon ami Fab autour du coaching PNL. On a déjà Sylvie qui coach depuis maintenant 2 ans. Et là, c'était le grand moment, c'était on va dire le passage de grade d'Estelle. Elle est passée devant le jury pour qu'on lui remette son diplôme. Et elle l'a obtenu haut la main. Et donc, on savait qu'elle était parfaitement prête. Mais aujourd'hui, elle a attaqué de coacher et elle commence d'aider beaucoup de gens. Il y en a parmi vous, des auditeurs du podcast qui sont aussi en coaching avec Estelle. Vous vous reconnaîtrez. Et ce diplôme d'Estelle, ça m'a rappelé la beauté de cette aventure humaine sur Nouveau Départ. Au départ, c'était une toute petite société, un tout petit podcast qui a démarré vraiment sans prétention. Où on s'est dit on va faire quelques formations en ligne pour aider les gens à se former à leur rythme. Rapidement, on a été submergé par la demande. On a fait les coachings intensifs sur 2 jours avec Fabien et moi. Et rapidement, les gens ont eu besoin de suivi. Ils ont voulu avancer aussi avec quelqu'un. Fabien a fini de former Sylvie. Elle a fait son passage de grade, elle aussi, devant nous 2. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'elle coach. Elle a eu des succès qui sont incroyables. Il y a plein de choses que je ne peux pas raconter, mais voilà, je lui ai même envoyé des gens qui sont proches de moi, qui ont pu beaucoup changer grâce à Sylvie. Et puis derrière, il y a eu encore plus de besoins. Donc, il y a Estelle qui nous a rejoints. Et je me dis que aujourd'hui, c'est incroyable parce que de ce tout petit podcast, cette petite société qu'on a démarrée sans prétention, il y a tout juste 2 ans, aujourd'hui, c'est des centaines de gens qu'on a pu aider. Et je me dis que c'est une réussite, et c'est une réussite qui n'a de valeur que parce qu'elle est partagée. Et quand je vois là d'où je viens, je vous rappelle, je boucle avec le début du podcast, mais ce réel là où ma vie est comme ça en 2026 parce que ma vie était comme ça en 2016. Et quand je vois la tronche que j'ai sur ces photos où j'étais quand même quelqu'un de pas très fun, quoi, de pas très joyeux, alors qu'à la base, je suis quelqu'un de jovial, je me dis que j'ai pas eu une vie très heureuse à un moment et j'ai réussi à transformer ça. Et quand je vois que je peux aider grâce à un nouveau départ plein de gens à avoir une vie plus heureuse, et pas que des investisseurs pour le coup, des gens du quotidien, des gens qui sont pas dans l'investissement, qui ont vécu une séparation, une perte d'emploi, tout ce qu'on peut imaginer dans la vie qui comme difficulté, qui ont sabré leur confiance en eux et qui ont envie d'avancer, je me dis que la vie, elle est fantastique et qu'au-delà de la réussite de toutes mes entreprises, de mon patrimoine, ce que ça dit de moi en tant qu'homme tout simplement et de ce que j'ai pu créer pour aussi aider les gens,
Et je me dis que c'est fantastique. Donc voilà, je suis très fier d'Estelle. On en a déjà parlé dans le podcast. Et ma leçon de novembre, c'est que voilà, tout seul, on va vite, mais qu'ensemble, on va plus loin. Et ça, c'est fantastique. Et je suis très, très, très fier de ça. Et de voir aussi ces victoires-là, qui ne sont pas que financières ou patrimoniales, parce que sur une vie de liberté, on parle beaucoup d'argent. C'est aussi la clé pour savoir quand est-ce qu'on en a assez et ne pas tout faire pour l'argent, pour le coup. Ne pas faire, ce que je veux dire, ne pas faire plus de business pour se dire encore plus d'argent et encore plus différer le plaisir, encore plus différer le bonheur, tout ce dont je parlais au début du podcast. Voir aussi que avec tout ce qu'on fait, ça aide énormément de gens, que ce soit sur les gentlemen investisseurs, ce qu'on fait aujourd'hui avec Eric et Jérémy. On vous prépare des super choses pour 2026 avec Yann, Eric et Jérémy, nos coachs sur GI Coaching Pro. Tous les gens qu'on arrive à aider, que ce soit sur le domaine financier, business, investissement ou le domaine perso avec Nouveau Départ, je me dis que c'est fantastique et qu'on a beaucoup de chance de faire ça et que seul on va vite et ensemble on va plus loin. Et on arrive à ma dernière leçon et au dernier mois de l'année, au mois de décembre. Et au mois de décembre, j'ai fait mon bilan annuel comme je le fais chaque année. Et mon bilan annuel, c'est que pour la première fois depuis 11 ans, pour la première année depuis 11 ans que je mesure mon patrimoine net n'a pas progressé. Je fais une année de surplace, un bilan annuel sans progression, en tout cas de patrimoine net. Et c'est aussi parce que je suis réaliste sur la valeur de mes biens immobiliers. Cette année, la bourse a fait des performances qui n'ont pas été folles. La crypto a fait des performances négatives. Et depuis 2 ans et demi qu'on vit quand même la crise immobilière, j'ai ajouté une décote de 10 à 15% sur certains de mes biens immobiliers, qui serait la réalité si je les vendais aujourd'hui. Et je me dis que je pourrais me dire, mais bon sang, comment c'est possible qu'en 11 ans cette année, mon patrimoine brut n'ait pas progressé ? En fait, j'ai toutes les réponses. L'investissement, c'est cyclique. Surprise, il faut le regarder sur des plus longues périodes. Moi, je vois plein de victoires. Je vois que malgré la conjoncture actuelle, où l'immobilier, ça a été plus difficile, on ne va pas se mentir, où le dollar s'est fortement déprécié et où la bourse mondiale fait à peine une performance de 3-4%, où la crypto fait tout simplement moins 30% ou quelque chose comme ça, malgré cette conjoncture, mon patrimoine n'a pas baissé, il s'est maintenu. Et même, j'ai progressé en patrimoine brut avec de belles acquisitions cette année. Donc, mon patrimoine brut, lui, pour le coup, a augmenté. Et je me dis que, statistiquement, avec une année de surplace, sachant que 2024 avait été exceptionnel, puisque en 2024, je crois que mon patrimoine progresse de 19%. J'avais pris un peu d'avance, on va dire. Mais je me dis qu'avec une année de surplace, statistiquement, les prochaines années ne peuvent qu'être meilleures et même ne peuvent qu'être exceptionnelles. Et surtout, je me dis qu'au-delà de tous ces chiffres, mon patrimoine actuel, il me permet cette liberté. Il m'a permis cette liberté toute l'année. Et paradoxalement, ça pourrait être une année où je me dis, c'est l'année où je franchis le pas, je m'achète une Ferrari. C'est l'année où je travaille un petit peu moins. C'est une année où je voyage aussi un petit peu plus, peut-être où je prends un peu plus de temps pour moi. Et je progresse pas. Et au contraire, c'est peut-être une année où je me suis dit que mon patrimoine m'avait le plus permis la liberté, que je me suis jamais senti aussi libre, que malgré tout ce qui s'est passé, j'ai jamais senti mon patrimoine aussi antifragile et que je me dis que c'est la plus belle chose du monde. Et voilà. Et par-dessus tout, là où je suis fier de moi, c'est que cette année 2025, c'est l'année où je me suis décidé à incarner cette vie de rêve absolu, qui n'est pas des voyages toutes les 5 minutes, mais avoir des journées plus cool, où j'ai le temps de faire du sport, où j'ai le temps de faire de la lecture, où j'ai le temps de faire mes 10 000 pas, de marcher, où je fais des beaux voyages. Au mois d'août, j'ai pris 1 mois entier de vacances et je me suis autorisé à le faire dès aujourd'hui. Alors que je me disais toujours, quand j'aurai atteint mes objectifs de patrimoine, je me prendrai 1 mois de vacances. Finalement, j'ai décidé de le faire cette année. Et je me dis que c'est ça la vraie victoire de 2025, c'est d'avoir su voir ces cadeaux cachés. C'est ça ma leçon de décembre. Continuer de voir les cadeaux cachés
et voir mon patrimoine comme vraiment antifragile parce qu'il a été attaqué de toutes parts cette année. Il a été attaqué sur la valeur du dollar, il a été attaqué sur la crypto, il a été attaqué sur l'immobilier et que malgré tout, mes chiffres sur les business ont été malgré tout super bons, que mon patrimoine, il a continué de progresser en valeur brute. Il a stagné certes en valeur nette, mais il m'a financé aussi tout mon train de vie. Et que la vraie victoire de 2025, finalement, ce n'est pas la croissance de mon patrimoine, mais c'est plutôt la cohérence entre la vie que je mène et mes valeurs. Et j'en arrive déjà à la conclusion de ce podcast. La question que je vais vous poser, c'est vous, de votre côté. Qu'est-ce que c'est votre plus belle leçon de 2025 ? Voilà, dites-le moi en commentaire. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous retrouve ici dans 15 jours. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur et vous le savez, je vous souhaite, par-dessus tout, de vivre libre.